Donc, bonjour à tous et à toutes, aux personnes qui nous rejoignent donc pour la première fois ou ceux qui sont des habitués. Je m'appelle Véronique Durand, j'ai le cadeau de diriger cette entreprise AG&D Montessori Lifestyle et dont pas mal de membres sont présents ce soir. Je vous partage juste une petite chose avant de laisser la main à Jérôme. Cette conférence, je l'ai écoutée pour ma part il y a quelques années dans un endroit assez magique qui est Varsovie en Pologne, grâce à Monika Strącka. Et à la fin de cette conférence, j'ai dit à Jérôme, c'est fondamental d'amener cette vision-là et c'est fondamental d'amener ces informations-là aux personnes. Et donc, on a décidé de les présenter à la fois en conférence et puis pour la première fois ce soir sur un webinaire. Donc, accrochez-vous. C'est remuant, chahutant et fondamental en même temps. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent moment, une excellente conférence. Et puis, je serai là après pour relever les questions et pour pouvoir que Jérôme puisse y répondre ensuite. Donc, merci beaucoup de votre présence et merci de votre confiance. Bonne soirée à vous. Ok, merci Véro. Alors, c'est très particulier pour moi aussi de faire un webinaire sur cette thématique et je dis merci à Véro pour sa confiance et de me suivre sur ce terrain. C'est un terrain que j'ai commencé à explorer en 2009. Je travaillais à l'époque au CHU de Montpellier, coucou Socri, en consultation mémoire notamment, et il y avait depuis un petit moment des choses qui me faisait tiquer sur mon travail de diagnostic, donc des maladies neurodégénératives avec l'évaluation neuropsychologique et la lecture d'un livre écrit par un neurologue américain, Peter Whitehouse, et qui a été traduit par le professeur Martial van der Linden, donc mon maître, m'a beaucoup secoué. Ce livre s'appelait Le mythe de la maladie d'Alzheimer. Il est venu apporter un certain nombre d'éléments scientifiques à la réflexion qui était la mienne de penser qu'il fallait peut-être réfléchir autrement sur la question du diagnostic de maladie d'Alzheimer, mais des autres maladies neurodégénératives aussi. Le professeur Van der Linden n'a cessé de communiquer, d'écrire, de publier des travaux, des livres, des articles sur ce sujet et a beaucoup contribué à nourrir la vision qui est la mienne aujourd'hui et qui est la vision qu'on défend aussi au sein d'AG&D Montessori Lifestyle. Et c'est vraiment un bonheur de pouvoir la partager avec vous. Alors aujourd'hui, je vais vous amener dans un paysage scientifique. On va essayer ensemble de regarder un petit peu ce que dit la science aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer et peut-être voir quelle compréhension on peut avoir de ces données. Je vais essayer de rendre les choses les plus intelligibles possibles. On aura de toute façon un temps sur la dernière demi-heure de ce webinaire pour échanger, pour répondre aux questions que vous auriez. Alors, on va pouvoir commencer. Je me suis beaucoup posé de questions sur comment introduire cette présentation qui se voudra donc essentiellement scientifique. Et en même temps, pour moi, peut-être le point de départ de tout ça, et qui était le point de départ aussi de la réflexion autour de ma pratique de neuropsychologue au CHU, c'est la question aujourd'hui de que vivent les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, que vivent les personnes qui ont reçu ce diagnostic, et surtout, comment on les regarde aujourd'hui dans notre société, et quelle est la vision qu'a notre société de manière générale aujourd'hui autour de la maladie d'Alzheimer. Alors, je vais commencer, ça va taper fort d'entrée de jeu, et vous m'en excusez un petit peu. Mais je voudrais, pour illustrer finalement ce que je veux amener comme réflexion, vous partager une vidéo assez courte, qui est une publicité qui est passée il y a des années maintenant sur les grandes chaînes pour sensibiliser à la cause de la maladie d'Alzheimer. Et elle illustre assez bien ce qui reste encore aujourd'hui, hélas, trop souvent, la vision qui est portée par les médias, par énormément de gens au niveau du grand public de ce qu'est la maladie d'Alzheimer. Je projette la vidéo et puis je vous en dirai quelques mots. Bande de voleurs! C'est chez moi ici! Sortez!
Voilà, alors je suis bien conscient que c'est une entrée choc, que ce sont des images relativement violentes. Néanmoins, c'est une publicité qui est passée pour sensibiliser à la maladie d'Alzheimer sur les grandes chaînes françaises et qui illustre assez bien ce qu'on peut appeler aujourd'hui, il y a eu énormément de travaux à ce sujet, la stigmatisation de la maladie d'Alzheimer. Rachel, ça date de 2011-12, quelque chose comme ça. Pour être très clair, il y a des études très souvent sur la stigmatisation de la maladie d'Alzheimer et la vision qui existe auprès du grand public dans les sociétés occidentales, et on tourne encore aujourd'hui exactement sur la même vision, c'est-à-dire une vision centrée sur cette terrifiante et horrible maladie qui amène un grand nombre de problématiques. Pour illustrer ça très rapidement, je voudrais citer là aussi une étude franco-française qui a été menée par l'INPES en 2009 et 2010 et qui s'intéressait aux représentations de la maladie d'Alzheimer dans la société française. Donc, ils ont interrogé près de 5 à 6 000 personnes, tout venant également des soignants ou des aidants familiaux. Un certain nombre de petites choses qui ressortent de cette étude, ce n'est pas les seules et on la trouve facilement sur Internet. Je vous encourage sans vraiment aller lire ce rapport, il est très parlant. Un premier point qu'on peut ressortir de l'étude, c'est qu'un tiers des personnes qui ont été interrogées disent que si elles savent qu'une personne a la maladie d'Alzheimer devant elles, elles se sentent mal à l'aise vis-à-vis de cette personne. C'est-à-dire qu'au-delà des comportements qu'on pourrait observer, des choses comme ça, le simple fait de savoir qu'une personne est atteinte de maladie d'Alzheimer génère un sentiment de malaise. 93% des gens interrogés, et ce ne sera pas étonnant vu les messages qui sont portés, notamment médiatiquement, voient la maladie d'Alzheimer comme ayant des effets absolument dévastateurs, notamment sur la famille et l'entourage. Donc, c'est une maladie qu'on peut caractériser de dévastatrice. Autre chose qui ressort, c'est que les comportements parfois étranges, parfois inadaptés des personnes qui ont un diagnostic de maladie d'Alzheimer ont tendance à inciter notamment les proches à limiter les situations sociales, c'est-à-dire qu'on ne sort plus avec une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, on évite de recevoir du monde à la maison, tant ces comportements peuvent déclencher un sentiment de honte. Et enfin, et c'est peut-être le plus frappant, et j'ai été confronté moi-même très récemment à des discours, pour ne pas dire hier, à des discours qui confortent que ces discours-là existent encore aujourd'hui. Les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer sont la plupart du temps vues comme perdant leur personnalité. Et on sait que ce sont des discours qui sont tenus généralement, on va dire, voilà, c'est plus tout à fait la même personne. J'ai entendu des professionnels dire, non, mais votre papa, c'est plus vraiment lui. On parle également très souvent du deuil blanc, hein, ce fameux deuil impossible. On doit faire le deuil de la personne qu'on a connue, mais qui est encore là, en tout cas physiquement. Personnes qui sont perdues comme perdant leur identité. Ça n'est plus lui, ça n'est plus elle. Déshumanisée, voire déjà morte. Et je vous invite 2 secondes à prendre conscience de ce que ça raconte quand on dit à une personne, non, mais en fait, votre papa, votre proche, votre conjoint, ou même la personne, finalement, elle est un peu morte, elle n'est plus là, elle n'existe plus. Qu'est-ce que ça engendre comme conséquence au niveau de la personne? Ok, Véro, par contre, j'ai un petit souci de son. Merci du message, Véro. Je vais l'arrêter tout de suite, c'est étrange. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Ok, excusez-moi pour la musique, chez moi, elle était arrêtée. Donc, des personnes qui sont considérées comme déjà mortes, plus là. Qu'est-ce que ça va impliquer comme vie pour ces personnes elles-mêmes? Qu'est-ce que ça va impliquer pour les professionnels qui les accompagnent, de se dire finalement, je dois accompagner des personnes déjà mortes? Donc, je voudrais qu'on garde bien cette idée-là en tête. Une des conséquences, alors bien entendu, ce n'est pas la seule et ce n'est pas l'objectif, mais une des conséquences du diagnostic, c'est finalement qu'une étiquette est posée sur la personne qui enclenche toutes ces représentations qu'on retrouve massivement au niveau du grand public. Quand on écoute les personnes qui ont reçu un diagnostic de démence, de maladie d'Alzheimer ou autre, très souvent elles disent « mais moi je veux juste qu'on me considère comme une personne, qu'on voit la personne que je suis et pas la maladie ». Et donc, tout ça, évidemment, est à relier. Et pour petite anecdote personnelle, quand je travaillais encore en consultation mémoire, je me souviens d'une consultation post-annonce de diagnostic que j'ai fait avec un couple de personnes. Je leur ai demandé voilà, comment ils vivaient un petit peu ce qui leur avait été annoncé. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils étaient tout à fait heureux et rassurés d'avoir entendu qu'ils avaient reçu un diagnostic de maladie à corps de Lévy parce qu'ils avaient très peur que ce soit la maladie d'Alzheimer.
La maladie d'accord de Lévy peut avoir des symptômes qui sont également très, très problématiques. Et donc, on voit le poids finalement des représentations qui existent autour de ces diagnostics. J'ai également eu des gens qui m'ont dit qu'ils pensaient dire à leur entourage qu'ils avaient une maladie cérébrovasculaire plutôt qu'une maladie d'Alzheimer, pour toutes les raisons qu'on voit ici à l'écran. Ceci étant dit, je vais commencer mon voyage au pays des données scientifiques par une chose. La maladie d'Alzheimer, elle est nommée très souvent par les politiques, souvent le 21 septembre, jour de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, comme étant le fléau mondial du 21e siècle. Une des raisons à cela, c'est probablement les données de prévalence, c'est-à-dire la quantité finalement de personnes dans la population générale qui sont concernées. Alors, très rapidement, qu'est-ce que nous expliquent les graphiques que vous voyez là à l'écran? Eh bien, ces graphiques montrent que la proportion de personnes touchées augmente drastiquement avec l'âge. Alors, c'est quelque chose qu'on sait, mais regardez, lorsqu'on s'intéresse, ce sont des données récentes européennes, lorsqu'on s'intéresse à la tranche d'âge 60-64 ans, on est généralement à moins de 5%. On peut tourner à 2% des personnes concernées, etc. Et puis, plus on va monter en tranche d'âge, plus la proportion de personnes concernées va augmenter. On va tourner généralement chez les 90 ans et plus à entre 30 et 40% des personnes qui sont concernées par les démences de manière générale en Europe. Quand on regarde quel type de diagnostic, quel type de démence, de maladie neurodégénérative, on est en général à 50 à 60% sont des maladies d'Alzheimer. Donc, la donnée à retenir ici, peut-être l'information à retenir, c'est que quand on a une partie de la population qui est très âgée, on arrive sur une grande portion de la population qui est concernée. Et je voudrais citer une étude qui est intéressante. Alors, ce n'est pas une étude de prévalence, c'était une étude de suivi de cohorte. Je vais vous parler beaucoup de ces études-là pendant la présentation. C'est-à-dire que dans cette étude, ils ont suivi un grand nombre de personnes, ici 532 sujets âgés, pendant des années. L'objectif de l'étude, c'était d'étudier ce qu'on appelle des déterminants de santé. On mesure un grand nombre de variables chez ces personnes au niveau de la santé, au niveau de leur activité, au niveau des médicaments qu'ils prennent, etc., pour regarder qu'est-ce qui fait que les personnes vieillissent plus ou moins bien. La donnée que je veux citer ici est la suivante. Donc, ces personnes ont été suivies, vous voyez, entre 1989 et 2013, donc sur 25 ans. À la fin de l'étude, 160 sur les 532 étaient encore en vie et seulement 19 sur les 160 n'avaient pas de troubles cognitifs à l'évaluation. Okay, donc, autour de 10% n'avaient pas de troubles cognitifs. Et quand on regardait les personnes les plus âgées, donc à ce moment-là, à la fin de l'étude, 90% des participants qui avaient plus de 95 ans avaient une démence clinique, c'est-à-dire des troubles cognitifs qui avaient évolué, qui se répercutaient dans la vie de tous les jours. 90%. Alors attention, ne vous dites pas que 90% des plus de 95 ans ont une démence en général, c'est dans cette population-là, dans cette étude, mais en tout cas, ça vient appuyer l'idée que les personnes très âgées ont très majoritairement, ou en grande proportion en tout cas, des troubles cognitifs. Maintenant, on va s'arrêter un tout petit peu pour rappeler un peu ce qu'est la maladie d'Alzheimer, en tout cas sa définition actuelle, telle qu'elle est utilisée en pratique clinique, etc. La vision actuelle de la maladie d'Alzheimer, c'est que la maladie d'Alzheimer est une maladie spécifique, une catégorie particulière, une catégorie à part qui la différencie soit de l'état normal, soit des autres pathologies. Elle a des caractéristiques propres. Et donc, soit on a des personnes qui ont ces caractéristiques particulières, on va les redéfinir dans un instant, et qui ont donc attrapé ou qui ont donc la maladie d'Alzheimer, soit on a des personnes qui n'ont pas ces caractéristiques et qui sont en dehors de la catégorie, qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer. Si je ne suis pas clair, à un moment donné, vous faites des grands signaux et Véro, tu m'arrêtes. Alors, quelles sont ces fameuses caractéristiques spécifiques qui définissent la maladie d'Alzheimer? Eh bien, globalement, on peut les regrouper au nombre de 3 grandes catégories. Première chose, des symptômes cognitifs. On sait que la maladie d'Alzheimer entraîne des troubles cognitifs particuliers, je vais y revenir dans une minute. Deuxième chose, des caractéristiques neuropathologiques, c'est-à-dire des lésions typiques dans le cerveau. Et enfin, troisième caractéristique, une évolution typique, elle fait partie des critères diagnostiques. Pour qu'on puisse poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer, il faut qu'on ait des troubles cognitifs qui évoluent au fil du temps. Alors, je vais redéfinir pour qu'on soit bien au clair ces 3 grands ensembles de caractéristiques spécifiques parce qu'on va les revisiter par la suite. Premier grand ensemble de caractéristiques, donc,
les symptômes cognitifs de la maladie d'Alzheimer. Pour poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer, en pratique, dans les consultations mémoire, on fait une évaluation des fonctions cognitives. Et ce qui définit la maladie d'Alzheimer, c'est d'une part un déficit de mémoire épisodique, donc la mémoire des souvenirs personnels. Il faut que la personne ait des troubles de mémoire qui se manifestent par des oublis à mesure, le fait de se perdre dans les jours, les questions répétitives, etc. Et il faut qu'il y ait au moins un autre déficit cognitif qui peut là toucher des fonctions variées, le langage, la mémoire de travail, les fonctions exécutives, etc. Okay, donc, ce qui caractérise la maladie d'Alzheimer, en tout cas au stade de début, c'est trouble de mémoire plus au moins une autre fonction touchée. Sur le plan maintenant neuropathologique, c'est-à-dire sur le plan des lésions du cerveau, les fameuses lésions qui ont été décrites pour la première fois par Alois Alzheimer, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver plusieurs choses. Premièrement, ces lésions, elles sont au type de 2. On a d'une part ce qu'on va appeler les plaques séniles, qui sont en fait un amas de la protéine bêta-amyloïde entre les neurones, en quelque sorte, comme vous pouvez le voir sur le schéma ici, et qui vont s'accumuler petit à petit, étouffant en quelque sorte les neurones. Et puis, on va avoir les dégénérescences neurofibrillaires qui, elles, apparaissent par accumulation de la protéine Tau qui a muté et qui apparaissent à l'intérieur des neurones. Et donc, ces deux types de lésions vont progresser petit à petit et provoquer la mort neuronale. Alors, depuis les années 90, on a ce qu'on appelle les stades de Braak. Qu'est-ce que c'est les stades de Braak? Eh bien, ce sont des chercheurs qui ont identifié que ces fameuses lésions, elles apparaissaient en suivant un schéma très particulier, et notamment, elles commençaient à apparaître en tout début de maladie au niveau du lobe temporal interne, dans les régions de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la région qui sous-tend en grande partie le fonctionnement de la mémoire épisodique, et qu'elles allaient s'étendre progressivement ensuite au lobe temporal externe, et petit à petit s'étendre d'abord vers l'avant du cerveau, vers les régions frontales, et ensuite vers l'ensemble du cerveau. Ces lésions vont donc provoquer la mort neuronale, je le disais, qui va provoquer une atrophie cérébrale, c'est-à-dire une diminution du volume du tissu. Okay, et cette diminution du volume du tissu, on va la voir apparaître dans les régions que je viens de citer. Ça, c'est pour la définition, alors rapidement, mais neuropathologique de la maladie d'Alzheimer. Ce sont les lésions qui sont caractéristiques, qui définissent la maladie d'Alzheimer. Et enfin, l'évolution. Alors, cette courbe que je vais vous présenter, normalement, vous la connaissez tous et toutes. En tout cas, c'est celle qui est enseignée dans toutes les universités, dans tous les enseignements, dans toutes les formations. C'est l'évolution de la maladie d'Alzheimer qui se traduit donc par une dégradation progressive et étalée dans le temps, vous voyez, au fil des années, et qui va se traduire à travers plusieurs stades successifs. Le stade dit pré-Alzheimer, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, et croyez-moi, il vaut mieux. Le stade de début, le maladie d'Alzheimer légère, modérée ou sévère en fin d'évolution. Et donc, on a une pente lente et progressive. Ça, c'est la définition de la maladie d'Alzheimer telle que je l'avais apprise, telle que je l'ai utilisée pendant longtemps et telle qu'elle est encore enseignée à peu près partout. Et donc, c'est le moment où je vais vous inviter à ce qu'on fasse une toute petite pause. Alors, c'est intéressant, je vois, on entend parler d'une hypothèse liée à un problème dans les intestins. Je reviendrai sur ces questionnements-là. Alors, pas celui-là spécifiquement, mais en fin de présentation, vous verrez. Et la petite pause, c'est une invitation à sortir de cette vision-là qui nous est enseignée partout et à nous interroger sur qu'est-ce qu'on sait vraiment de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui et à aller revisiter les données accumulées parce qu'en fait, il y a un très grand nombre de données scientifiques qui ont évalué ces questions. Et je vais reprendre les différents points un par un pour voir ce que nous dit vraiment la science aujourd'hui sur ces questions. Premier point, donc, la question des troubles cognitifs dans la maladie d'Alzheimer, la fameuse spécificité des troubles cognitifs. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, on pratique l'évaluation neuropsychologique en consultation mémoire en considérant que le trouble de mémoire épisodique plus une autre fonction altérée, c'est le marqueur typique de la maladie d'Alzheimer. Et ces marqueurs font partie des critères de la maladie d'Alzheimer. Qu'en est-il de ces troubles cognitifs dans la maladie d'Alzheimer? Alors, je vais vous citer 3-4 études ici, sachant que des études du même type et qui ont répliqué des données similaires, il y en a un très, très grand nombre dans la littérature scientifique. Et elles ne datent pas d'aujourd'hui, d'ailleurs. Regardez, on avait par exemple une première étude en 1999, et je me souviens très bien en avoir parlé en staff avec le neurologue de mon service, ça nous intéressait beaucoup. Voilà un neurologue qui décrit des personnes qui ont des symptômes frontaux, un profil de comportement typique de ce qu'on appelle la démence frontotemporale, qui n'ont pas du tout les troubles de mémoire de la maladie d'Alzheimer.
qui ont d'ailleurs, à l'imagerie cérébrale, on voit qu'ils ont des atteintes frontales, mais quand on va regarder dans leur cerveau post-mortem, eh bien, on retrouve les fameuses dégénérescences neurofibrillaires et les plaques séniles, autrement dit des lésions de maladie d'Alzheimer. Et la proposition des auteurs dans cet article, c'est de dire qu'il existe probablement une variante frontale de la maladie d'Alzheimer. Nous, on appelait ça l'Alzheimer frontal dans mon service. Donc, c'est un peu embêtant parce qu'on voit bien qu'on n'a pas là les symptômes typiques de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, d'autres études vont confirmer ça, vont retrouver des cas de maladie d'Alzheimer confirmés post-mortem, c'est-à-dire qu'on a retrouvé dans leur cerveau les fameuses lésions, mais avec des profils cliniques qui ne correspondent pas du tout au fameux profil de maladie d'Alzheimer. Et vous avez ici un article publié en 2000 où ils distinguaient la forme amnésique classique, mais aussi une forme avec des troubles du langage, une forme avec des troubles plutôt visuospatiaux ou une forme apraxique, ce qu'on appelle le syndrome de Benson pour les connaisseurs. Et puis, plus tard, on retrouve d'autres auteurs qui, eux, disent eh bien, on a des formes purement aphasiques de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire des formes d'Alzheimer confirmées là aussi avec les lésions, mais avec uniquement des troubles du langage, ce qui normalement s'appelle une aphasie progressive primaire, mais qui est une maladie différente de la maladie d'Alzheimer. Et enfin, un autre exemple de ce qu'on peut trouver dans la littérature sur les troubles cognitifs de la maladie d'Alzheimer, une étude qui s'est intéressée à faire des analyses statistiques assez complexes de bilan neuropsychologique de personnes qui avaient reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, et en faisant des analyses factorielles, en regardant finalement est-ce qu'il y a des catégories sous-tendues par des facteurs communs qui se dégagent, eh bien, ils retrouvent 8 sous-types de la maladie d'Alzheimer avec des profils neuropsychologiques très différents. Alors, on arrive à quelle conclusion avec ce genre d'études qui, encore une fois, je vous le redis, sont multiples, multipliées? Eh bien, c'est qu'en réalité, on sait aujourd'hui de manière assez affirmée et assez claire que les troubles cognitifs ne sont pas spécifiques dans la maladie d'Alzheimer, mais qu'ils sont au contraire extrêmement hétérogènes et extrêmement variés d'une personne à l'autre. Et que le fameux profil trouble de mémoire plus un autre trouble, en fait, n'est pas spécifique, n'est pas prototypique, on a une grande variabilité. Au point d'ailleurs qu'en 2011, je travaillais encore à l'hôpital à l'époque, les plus grands experts internationaux de la maladie d'Alzheimer se sont rassemblés pour réfléchir à ces questions et ils ont redéfini des nouveaux critères de maladie d'Alzheimer. Ces critères de maladie d'Alzheimer, ils ont été publiés en 2011. À ma connaissance, ils sont extrêmement peu utilisés en consultation mémoire ou dans les centres qui font du diagnostic. Et c'est bien dommage puisque c'est censé être la référence internationale aujourd'hui. Il y a une chose qui ressort de ces critères, je ne vais pas les revisiter de manière détaillée, je n'ai pas le temps ici, mais c'est que les auteurs font une distinction justement entre plusieurs formes cliniques de maladie d'Alzheimer. Ils vont distinguer d'un côté ce qu'ils ont appelé la présentation amnésique, la plus courante, la plus habituelle, celle qui correspond à ce qu'on avait dit, mais également des présentations non amnésiques. Présentation langagière, présentation visuelle, présentation dysexécutive. Et ça devient très embêtant, cette affaire-là. Parce que globalement, la conclusion des auteurs, c'est de dire la maladie d'Alzheimer, c'est un diagnostic clinique qu'on confirme par l'imagerie ou par la biologie, j'y reviendrai, mais qui peut avoir des formes très variées. Et ils arrivent globalement à la conclusion de dire quand vous avez des troubles cognitifs, quel que soit le type, qui évoluent progressivement dans le temps et pour lesquels on n'a pas trouvé un autre diagnostic, alors c'est probablement une maladie d'Alzheimer. Ce qui, évidemment, pose un certain nombre de questions. En tout état de cause, et je suis désolé pour tous les neuropsychologues qui seraient éventuellement présents, j'ai donné cette conférence il n'y a pas longtemps et je me suis fait engueuler à la fin par des neuropsychologues qui travaillaient en consulte mémoire. Il n'empêche que selon les données scientifiques accumulées et selon même les nouveaux critères, enfin nouveaux, je mets des guillemets, ils ont quand même 11 ans, les critères diagnostiques de 2011, on n'a pas aujourd'hui de marqueurs cognitifs typiques de la maladie d'Alzheimer. Et donc dire pour avoir une maladie d'Alzheimer, il faut un trouble de mémoire plus autre chose, ça n'est pas valide en l'état actuel des connaissances. Et puisque je parle des troubles de mémoire, je voudrais redire un autre petit point qui est connu là aussi de très longue date, qui a été un petit peu mis de côté et qui pourtant est relativement intéressant. C'est qu'en fait, on sait depuis très très longtemps, il y a eu énormément d'études en neuropsychologie, que vieillir entraîne des difficultés de mémoire. Et c'est ce qu'on a appelé le Age Associated Memory Impairment, le trouble de mémoire lié à l'âge. On sait que la fonction la plus touchée dans la plainte des personnes et dans les performances cognitives des personnes qui vieillissent, c'est le fonctionnement de la mémoire. Alors généralement, on va dire, et j'ai dit ça pendant longtemps moi aussi, de dire oui, mais ce ne sont pas les mêmes types de difficultés. Et il y a une différence de type de trouble de mémoire entre la maladie d'Alzheimer,
déficit d'encodage liés aux atteintes épisodiques, etc., et les troubles habituels et légers des personnes âgées. Et j'ai trouvé un jour une étude qui m'a beaucoup bousculé. C'est une étude de 2010. Alors, elle est absolument imbuvable à lire. C'est une étude statistique, en fait, dans laquelle les auteurs ont fait une analyse statistique des performances à des tests neuropsychologiques de 11 000 personnes, certains ayant un diagnostic de maladie d'Alzheimer, d'autres pas. Ils ont fait des analyses statistiques très complexes et ils ont pu démontrer qu'en réalité, il n'y a pas de différence qualitative des troubles chez les personnes qui ont un diagnostic de démence et de ceux qui n'en ont pas. Ce sont les mêmes types de difficultés de mémoire qu'ils ont ou de difficultés cognitives. Par contre, il y a une différence quantitative très importante. La sévérité des difficultés est beaucoup plus élevée chez les gens qui ont reçu un diagnostic de démence. Et donc, eux voient ces difficultés cognitives comme étant plutôt un continuum. D'un côté, vous avez des difficultés légères dans le cadre du vieillissement, et puis d'un autre côté, vous avez des difficultés beaucoup plus sévères, mais ce ne sont pas des catégories de troubles différentes. Okay, donc, premier point finalement de cette conférence, première information, les troubles cognitifs dans la maladie d'Alzheimer ne sont pas spécifiques à la maladie d'Alzheimer, ils sont extrêmement hétérogènes et en fait, on va retrouver les mêmes types de troubles, mais dans une moindre mesure, chez des personnes âgées qui n'ont pas reçu de diagnostic. Alors, OK pour les troubles cognitifs, mais on a quand même, il faut bien le dire, les fameuses lésions Alzheimer. On a la neuropathologie qui, elle, est vraiment prototypique et spécifique. Ou pas. C'est ce qu'on va aller voir maintenant. Rappelez-vous les fameux stades de Bragg. Je vais commencer par aborder cette question-là, où depuis très longtemps, et c'est ce qu'on continue à chercher quand on fait de l'imagerie cérébrale, les premières lésions apparaîtraient au niveau des régions hippocampiques dans le lobe temporal interne et s'étendent en suivant un chemin un peu typique. Je vous cite ici une étude, mais là aussi encore, on a retrouvé des données très similaires dans un grand nombre. C'est une étude en imagerie cérébrale, en IRM, dans laquelle on va mesurer l'atrophie cérébrale chez des sujets qui ont reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Je précise que dans cette étude, ils ont pris des sujets à des stades de début, mais qui avaient des difficultés cognitives variables. Donc, ils ont quand même contrôlé la sévérité. Et en fait, qu'est-ce qu'ils retrouvent? Eh bien, ils retrouvent 3 grands sous-types de profils neurologiques, c'est-à-dire 3 grands ensembles de localisation. Ils ont un premier groupe dans lequel, effectivement, les lésions, l'atrophie cérébrale se situe surtout au niveau du lobe temporal interne. Mais ils ont également un deuxième groupe avec des lésions qui sont beaucoup plus extérieures et qu'on va retrouver au niveau du lobe temporal, mais également pariétal. Et puis, ils ont un troisième groupe avec des lésions et une atrophie, en fait, une mesure de l'atrophie qui se retrouve à peu près partout au niveau du cortex. Et donc, voilà un exemple de données qui vient tout à fait contredire l'idée que les lésions dans la maladie d'Alzheimer s'installent selon un chemin très typique en commençant au niveau du lobe temporal interne. Et c'est embêtant parce qu'au niveau du diagnostic, quand on fait des IRM et qu'on mesure l'atrophie, on demande à l'imagerie d'aller chercher spécifiquement à cet endroit-là. Alors, je pourrais vous présenter, je n'ai pas les références ici, mais d'autres études qui montrent qu'on va retrouver des atrophies un petit peu partout, mais en particulier au niveau du lobe temporal interne, chez des sujets qui, eux, n'ont pas de démence. Alors, on continue notre petit voyage au niveau de la neuropathologie. Est-ce que ça va toujours pour vous? Est-ce que vous arrivez à suivre ou est-ce que je vais trop vite ou je suis inintelligible? Ça va, Véro? Ça a l'air d'aller? OK, je vois des petits OK, ça va. Donc, je continue. OK, ça a l'air d'aller. C'est tout bon. Merci à tous et à toutes. Je voudrais vous parler d'une étude qui m'a fasciné à l'époque où elle est sortie. Elle a fait grand bruit, cette étude, et un grand nombre de personnes la connaît. C'est l'étude qu'on a appelée l'étude des nonnes. Alors, l'étude des nonnes, c'est un projet qui était très intéressant, qui a été de nouveau de suivre un groupe de personnes pendant un grand nombre d'années. Et en l'occurrence, ces personnes vivaient toutes ensemble dans un couvent, c'était des sœurs. Suivre des personnes dans un couvent, c'est évidemment très intéressant pour un chercheur parce que ça permet de maîtriser un grand nombre de variables au niveau du mode de vie. Des personnes qui mangent la même chose, qui ont les mêmes rythmes de vie, le même environnement en termes d'écologie, etc., etc. L'étude que je vais vous citer, c'est en fait une publication qui a fait grand bruit en 2003 d'un auteur qui s'appelle David Snowden et qui va présenter 3 cas. Alors, la particularité de l'étude des nonnes, c'est que ces nonnes étaient suivies pendant des années, mais qu'elles avaient accepté de léguer leur cerveau à la science pour qu'on aille étudier l'état de leur cerveau après leur décès.
Et donc, dans le papier de 2003, David Snowden va présenter le cas de 3 de ses sœurs. La première, c'est une sœur qui a plus de 90 ans à son décès, et c'est un exemple de ce que certains appelleraient le vieillissement réussi, en tout cas sur le plan cognitif, puisqu'elle a des performances cognitives aux évaluations depuis des années qui sont très très bonnes, tout à fait normales, mais dans la vie quotidienne également, elle pète le feu cognitivement pour son âge. Elle fonctionne très très bien, aucune difficulté, aucune plainte, etc. Et quand on regarde son cerveau, elle a un cerveau de jeune fille, pas du tout d'atrophie, elle n'a pas du tout le cerveau qu'on attendrait d'une personne de plus de 90 ans, elle a un cerveau en pleine forme. Okay, donc pas de difficulté, pas de lésion dans le cerveau, tout va bien. Le deuxième cas qui est présenté, on peut dire que c'est quasiment l'inverse. Voilà une dame qui, depuis très longtemps, a des troubles cognitifs. Elle a des grandes difficultés dans sa vie quotidienne. Et dans les évaluations dans le cadre de l'étude, là aussi, elle a typiquement un profil de maladie d'Alzheimer. Elle a énormément de troubles dans les évaluations. Quand les chercheurs ont regardé son cerveau après son décès, il est extrêmement atrophié. Il est truffé de lésions Alzheimer, donc les fameuses dégénérescences neurofibrillaires et les plaques séniles, et également de micro-lésions vasculaires qui sont très typiques chez les sujets très âgés. Donc voilà une dame qui a une démence clinique, elle a des troubles cognitifs et elle a un cerveau qui explique, l'état de son cerveau explique très bien. Il reste le troisième cas qui, lui, est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus interpellant. Voilà une dame qui n'a aucun signe de trouble cognitif dans sa vie quotidienne. Elle n'a pas du tout de perte d'autonomie, de difficultés, de dépendance qui s'installe. Ses tests sont restés normaux jusqu'à son décès. Et par contre, quand on regarde l'état de son cerveau, il y a une atrophie extrêmement importante et énormément de lésions de maladie d'Alzheimer. Et donc ça pose problème, puisqu'on a quelqu'un qui devrait avoir des troubles dans la vie quotidienne, puisqu'elle a les lésions, mais qui n'a pas du tout de difficultés dans sa vie quotidienne. Et en fait, c'est la première publication qui va montrer que dans un certain nombre de cas, on n'a pas de lien direct entre les lésions de maladie d'Alzheimer et la présence de troubles cognitifs. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'a pas lésion égale trouble. On a des personnes qui ont des lésions sans trouble. On y reviendra dans un instant. Alors, à l'époque, les auteurs disent peut-être que l'explication, ce n'est pas les lésions Alzheimer qui provoquent les troubles, mais plutôt les lésions vasculaires qu'on a retrouvées dans le deuxième cas. Alors, on va continuer à étudier cette question parce qu'elle a fait énormément de bruit et elle a suscité énormément de recherches dans la communauté scientifique. Une des explications qui a été apportée et qui a été très en vogue pendant tout un temps, c'est la notion de réserve cognitive. En disant peut-être que les gens d'un meilleur niveau socio-culturel, en fait, ils ont des troubles, mais ils compensent parce qu'ils ont des meilleures performances initiales. Dans le cas présent, ça ne fonctionne pas puisqu'on avait des personnes qui ont des niveaux extrêmement similaires de par leur mode de vie et leur profession. Une autre étude que je trouve absolument fascinante, c'est cette étude de Schneider et collaborateurs en 2007. Ces auteurs ont récupéré les cerveaux de personnes décédées qui avaient participé à nouveau une étude longitudinale, donc des personnes qui ont été suivies pendant des années et qui ont légué leur cerveau à la science. Donc ces personnes, elles ont eu des évaluations neuropsychologiques tous les ans pendant des années et post-mortem, elles ont laissé leur cerveau. Et donc, les chercheurs vont aller s'intéresser à qu'est-ce qu'il y a comme lésion dans le cerveau de ces personnes. Alors, une première donnée de cette étude dans la population, dans les 141 personnes, 2 tiers, 64,5%, n'avaient pas de troubles cognitifs et 35% avaient une démence clinique. Et ça correspond, rappelez-vous les données que j'évoquais tout à l'heure, à ce qu'on retrouve chez les sujets très âgés en population générale. Donc, jusque-là, tout va bien. Ce qui est intéressant, par contre, c'est quand on regarde les cerveaux de toutes ces personnes. Sur les 141, 86% presque ont des lésions. Donc, vous voyez, on a seulement 35% qui ont des troubles cognitifs. Par contre, on a 85% des cerveaux dans lesquels on trouve des lésions et seulement 14% qui n'en ont pas. Donc là aussi, on retrouve le décalage dont je vous avais parlé entre d'une part les troubles et d'autre part les lésions. Quand on regarde maintenant quel type de lésions on retrouve dans les cerveaux de ces personnes. Alors, ils ont différencié évidemment les personnes qui avaient des troubles cognitifs des personnes qui n'avaient pas de troubles cognitifs. Ils ont cherché en particulier plusieurs types de lésions, les fameuses lésions Alzheimer, dégénérescence neurofibrillaire et plaques séniles, également des micro-lésions vasculaires, je vous ai dit, qui sont assez fréquentes chez les sujets âgés. Ils ont recherché des corps de Lévy, qui sont les marqueurs de la maladie à corps de Lévy.
qu'est-ce qu'ils retrouvent d'abord chez les personnes qui ont une démence clinique? Eh bien, de manière surprenante ou pas, la grande majorité de ces personnes n'ont en fait pas un seul type de lésion, mais un mix et un mélange de lésions. En fait, près de 60% ont un peu de tout. Ils ont des lésions vasculaires, ils ont des lésions Alzheimer, ils ont des corps de Lévy. Par contre, assez peu, finalement, ont des lésions pures. Seulement 30% des personnes qui ont des troubles cognitifs, qui ont un diagnostic de démence, seulement 35% ont des lésions vasculaires, des lésions Alzheimer, pardon, toutes seules. Encore moins ont des lésions vasculaires toutes seules et encore moins ont des corps de Lévy. Donc, la grande majorité, les 2/3 des personnes qui ont une démence clinique ont en fait un paquet de mélanges de lésions différentes. Et c'est vraiment une information extrêmement importante à garder en tête. D'autant plus si on regarde maintenant les personnes qui n'ont pas de troubles cognitifs. Chez les personnes qui n'ont pas de troubles cognitifs, on a seulement 30%, vous voyez à peu près 35% qui n'ont pas de lésions. Par contre, on a près d'un tiers, près de 30%, un peu moins, qui ont des lésions Alzheimer. On a 20% qui ont des lésions vasculaires, mais chaque fois des lésions seules. On a même un certain nombre, un peu moins de 10%, qui ont des corps de Lévy et finalement assez peu qui ont un mélange de lésions. Et donc, peut-être que ce qui différencierait finalement les personnes qui ont des troubles cognitifs plus importants, qui ont une démence clinique, des personnes qui n'ont pas de troubles cognitifs, c'est l'accumulation de différents types de lésions et non pas les lésions vasculaires toutes seules. OK pour vous? C'est tout bon pour ceci? OK. Donc, c'est embêtant cette histoire parce qu'on se rend compte qu'on a finalement beaucoup de personnes qui n'ont pas de troubles et qui ont quand même ces fameuses lésions Alzheimer. Dans les recommandations de 2011 et est utilisé encore, est utilisé aujourd'hui en pratique clinique, notamment dans les CM2R en France, les centres mémoire, ressources et recherche, ce qu'on appelle les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer. Ces biomarqueurs, on va les trouver notamment dans le liquide céphalorachidien en faisant une ponction lombaire. On va mesurer en fait un certain nombre de protéines qui sont associées aux fameuses lésions Alzheimer, notamment la protéine Tau, la protéine Tau qui aurait muté, qui se serait transformée, donc la protéine Tau hyperphosphorylée, et également les marqueurs de la protéine bêta-amyloïde, le peptide bêta-amyloïde qui compose cette protéine qui est à l'origine des plaques séniles. Comment on fait? Eh bien, on fait une ponction lombaire et on va mesurer la concentration dans le liquide céphalorachidien, donc dans le bas de la colonne vertébrale, de ces 3 protéines. Il faut savoir que ces 3 marqueurs, ces 3 biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer sont en réalité présents dans le liquide céphalorachidien de sujets normaux, des sujets âgés normaux. Et que la différence, ce qui va permettre de dire ça c'est en faveur d'une maladie d'Alzheimer ou pas, c'est en fait une différence quantitative. De nouveau, la concentration est plus forte chez les gens qui auraient une maladie d'Alzheimer. Et donc, pour différencier les deux, il a bien fallu dire à partir de quel seuil on peut dire qu'on est plutôt en faveur d'une maladie d'Alzheimer ou pas. Le souci, c'est que, et à ma connaissance, ça n'a pas tout à fait changé aujourd'hui, il n'y a pas d'accord international, il y a des publications qui donnent des valeurs seuils différentes selon les recherches. Et donc, en fait, c'est embêtant cette histoire, puisque selon le choix que vous allez faire, selon le seuil que vous allez définir, vous allez mettre des personnes dans la catégorie Alzheimer ou pas. Alors, puisqu'on parle de biomarqueurs, il y en a encore d'autres. On a aujourd'hui la possibilité en imagerie cérébrale, en tomographie par émission de positrons, d'aller mesurer la présence des plaques séniles dans le cerveau. On utilise pour ça un marqueur qu'on va injecter dans le sang de la personne, qu'on va mettre dans l'imagerie ensuite, et ce marqueur va aller se fixer sur les plaques amyloïdes qu'on a dans le cerveau. Et donc, on va pouvoir visualiser à l'imagerie, comme vous le voyez ici, la concentration des plaques. Donc, typiquement, vous avez une personne ici atteinte de maladie d'Alzheimer. Plus on est dans des couleurs chaudes, plus il y a présence de plaques amyloïdes. Et vous voyez ici, effectivement, une grande présence de plaques amyloïdes par rapport à un sujet normal qui, lui, n'a pas de plaques amyloïdes. Donc, ça, c'est assez génial, puisque là, on peut vraiment quantifier la présence des lésions. Il y a un tout petit souci avec cette démarche-là. Enfin, il y en a plusieurs. En réalité, il y a un grand nombre de personnes qui n'ont pas de troubles cognitifs, qui n'ont aucune difficulté cognitive,
qui ont une positivité à l'amyloïde, c'est-à-dire chez qui on trouve des plaques amyloïdes. Véro, je te vois sourire, je me demande bien pourquoi. Quand on regarde certaines données, et regardez par exemple celle que je vous présente, on a ici une étude publiée en 2010 qui montrait que quand on prend la tranche d'âge 60 à 69 ans, on a 18% des sujets sans difficulté qui ont des plaques amyloïdes. Et là, je vous parle de sujets jeunes. 60 ans, c'est rien du tout. Quand on regarde les sujets âgés de plus de 80 ans, on a 65% des personnes sans difficulté cognitive qui ont des plaques amyloïdes. Je parle bien des sujets normaux. Autrement dit, quand on commence à vieillir, la majorité des gens ont des plaques amyloïdes, même sans troubles cognitifs. Je vous rappelle que ces fameuses plaques sont censées être les marqueurs biologiques de la maladie d'Alzheimer. Autre étude sur la même question, avec les mêmes outils en tomographie par émission de positrons. Si on prend les moins de 85 ans, on va avoir des lésions maladie d'Alzheimer plus fréquentes chez les personnes qui ont reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer que chez les personnes qui n'en ont pas. Heureusement, dira-t-on. Problème, quand on prend les plus de 85 ans, qu'on ait des troubles cognitifs ou pas, on a la même prévalence, le même pourcentage de personnes qui ont les lésions. Donc, ces lésions, elles sont fréquentes et elles sont aussi fréquentes chez les sujets âgés qui ont des difficultés que chez les sujets âgés qui n'en ont pas. Alors, ça devient embêtant, cette affaire. Ça devient embêtant parce que je vous rappelle qu'on n'a pas de troubles cognitifs spécifiques de la maladie d'Alzheimer. On ne peut pas dire ça, c'est les troubles typiques de la maladie d'Alzheimer puisqu'ils peuvent prendre des formes extrêmement variables d'un sujet à l'autre et que ceci est reconnu même par les plus grands experts internationaux et dans les critères diagnostiques. Mais on n'a pas non plus de lésions typiques de la maladie d'Alzheimer, puisqu'on retrouve des lésions Alzheimer chez des personnes qui n'ont pas de troubles cognitifs, qu'on les retrouve à des endroits extrêmement variables du cerveau, et même chez les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer, en réalité, on retrouve plein d'autres types de lésions, en tout cas chez un grand nombre de personnes. Alors, comment on fait pour diagnostiquer? Si les troubles ne sont pas spécifiques, si les lésions ne sont pas spécifiques, qu'est-ce qui caractérise finalement la maladie d'Alzheimer? Bon, ben, il y a encore l'évolution quand même. On va pouvoir dire, oui, OK, il y a des sujets normaux qui ont ces lésions, c'est juste qu'ils n'ont pas encore déclenché la maladie d'Alzheimer. C'est un discours qui est tenu extrêmement fréquemment. Et s'ils vivaient assez vieux, probablement qu'on verrait cette fameuse pente que je vous ai montrée tout à l'heure, l'évolution typique de la maladie d'Alzheimer, cette lente dégradation des fonctions cognitives jusqu'à la démence sévère. Pourtant, quand on s'intéresse aux données sur l'évolution des personnes qui ont reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, on va voir que là aussi, les choses ne sont pas aussi simples. Premier exemple, une étude publiée en 2009 qui montrait dans un suivi de cohorte, donc là aussi on suit des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer pendant des années pour voir comment elles évoluent, que 22% de ces personnes ont en fait une phase où ça n'évolue plus, une phase de plateau de 3 à 7 ans. Une phase de plateau de 3 à 7 ans, c'est énorme quand on parle de sujets âgés. Pendant 3 à 7 ans, les gens restent stables. Okay. L'étude ensuite, elle m'a beaucoup plus intéressé. C'est une étude qui s'est intéressée à l'évolution des fonctions cognitives chez des personnes qui soit n'avaient pas de troubles cognitifs au départ de l'étude, soit avaient reçu un diagnostic de MCI, donc troubles cognitifs légers, soit avaient reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et ce que ces chercheurs ont trouvé, c'est qu'en fait, l'évolution, elle varie totalement d'un sujet à l'autre dans les 3 groupes. C'est-à-dire que dans les 3 groupes, et on peut le voir ici sur le petit schéma, on peut avoir des personnes qui vont rester très stables au fil des années, des personnes qui vont s'améliorer, des personnes qui vont se dégrader et qui vont décliner, des personnes qui vont fluctuer. Et le diagnostic initial, le fait d'être sans démence, MCI ou Alzheimer, ne permet pas de prédire l'évolution. Donc, on ne peut pas dire à une personne Alzheimer, oui, vous allez vous dégrader par rapport à une personne normale qui, elle, resterait stable. Ça n'est pas vrai. En fait, on ne peut pas prédire sur base du diagnostic. C'est une information qui est quand même extrêmement importante. L'évolution, elle varie massivement d'un sujet à l'autre. Et qu'est-ce qui fait que cette évolution varie d'un sujet à l'autre? Est-ce qu'on a des idées là-dessus? Pour illustrer cette question, je voudrais maintenant vous partager un autre film et je voudrais que vous gardiez en tête la première vidéo que j'ai présentée tout à l'heure qui illustrait la vision qu'on a de la maladie d'Alzheimer dans nos sociétés.
L'extrait du film que je vais vous présenter maintenant, alors je me permets de le présenter, c'est la bande-annonce d'un film qui s'appelle Flore. Vous verrez la bande-annonce et je vous invite vraiment, si vous n'avez pas vu ce film, à pouvoir le regarder. Vous pouvez le regarder en pay-per-view par Internet, vous pouvez le trouver certainement. C'est un petit bijou. C'est en réalité un documentaire. C'est un documentaire qui a été réalisé par le fils d'une dame qui s'appelle Flore, que vous voyez ici à l'écran. Et Flore va être atteinte de maladie d'Alzheimer et son fils, qui est réalisateur, va la suivre et la filmer. Je ne vous en dis pas plus. Je vais passer sur la vidéo. Je la projette, je ferai une ou deux petites pauses. Oups. Une ou deux petites pauses et puis je vous en dirai 2-3 mots. Je voudrais clarifier une chose. La raison pour laquelle je vous montre cette bande-annonce, cet extrait, d'abord, c'est pour vous encourager à voir le film. Vraiment, il vaut la peine. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas ici. C'est pour montrer que non, le neurologue n'avait pas raison. Que non, ce n'est pas l'évolution normale de la maladie. Que c'est l'évolution de la maladie dans certaines conditions, dans certaines circonstances fréquentes, très fréquentes, mais que ça n'est pas une fatalité. Je précise aussi que, parce que j'ai participé parfois à des cafés-débats autour de ce film, et souvent les gens réagissent en disant « Mon Dieu, mais il faut sortir les gens des EHPAD », et ça n'est pas mon point de vue. Je connais des EHPAD, pas loin d'ici d'ailleurs, je salue les professionnels notamment de ces établissements, dans lesquels les gens vont mieux quand ils entrent. Ce n'est pas la question EHPAD versus domicile, la question c'est quelle vie est-ce qu'elle reçoit, quelle stimulation, quel bien-être, quels médicaments également. Parce que je pense que dans le cas de Flore, une grande partie de sa dégradation a été liée au traitement notamment neuroleptique qu'on lui a administré de manière tout à fait massive. Donc on voit finalement qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles les personnes ne se dégradent pas avec fatalité. Alors je précise que Flore, elle n'a pas retrouvé toutes ses capacités. Dans le film, on le voit très bien, elle garde des troubles cognitifs très importants. Elle a des difficultés de langage notamment, elle a vraiment des troubles de langage. Néanmoins, on voit combien l'évolution n'est pas du tout la même. Alors, sur la question de l'évolution, on peut poursuivre un petit peu les données et les recherches qui ont été publiées là-dessus et qui viennent appuyer finalement, vous allez voir ce qu'on vient de voir. On reprend une étude toujours autour de ces études de cohortes de suivi longitudinal dans le temps. Et voilà une étude dans laquelle, là aussi, ils se sont intéressés au cerveau post-mortem de personnes qui ont été suivies pendant des années et des années, donc sur lesquelles on a pu mesurer leurs troubles cognitifs, leurs difficultés dans la vie quotidienne pendant des années. Dans cette étude, ils ont mesuré, comme dans la précédente que je vous avais citée, les lésions Alzheimer, dégénérescence neurofibrillaire et plaques séniles, les lésions vasculaires et les corps de Lévy dans les cerveaux de ces personnes. Et une des données qu'ils ont fait ressortir, c'est qu'en fait, finalement, quand on les met ensemble, les lésions expliquent en partie, mais en partie seulement, la dégradation et l'évolution des troubles. C'est-à-dire qu'il n'y a que 41% des variations du déclin d'une personne à l'autre qui est expliquée par les lésions. Ça veut dire qu'il y a près de 60% du déclin cognitif qui est expliqué par autre chose que les lésions dans le cerveau. Et ça, c'est absolument fantastique. On le sait aujourd'hui, on n'a pas de traitement efficace contre la maladie d'Alzheimer. On ne peut pas lutter contre l'apparition des lésions ou leur évolution. Néanmoins, si on peut jouer, s'il y a d'autres facteurs que les lésions qui expliquent l'évolution, ça veut dire qu'on peut jouer sur ces facteurs-là. Et dans la suite de l'étude, ils ont poursuivi, ils ont repris les données qu'ils avaient acquises pour essayer de dire, finalement, est-ce qu'on peut identifier des facteurs qui ont, eux, un impact sur l'évolution des troubles et des difficultés. Et ils ont trouvé un certain nombre de facteurs qui sont intéressants.
Le premier de ces facteurs, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est peut-être ce qu'on appelle un artefact statistique, c'est-à-dire un résultat statistique, mais qui n'a pas de sens parce que les auteurs ne peuvent pas l'expliquer et en plus, on ne pourrait pas jouer dessus. C'est un facteur neurologique. Ils se sont rendus compte qu'une partie de l'évolution a été expliquée par le fait d'avoir moins de neurones fonctionnant avec la noradrénaline dans le locus ceruleus. C'est une toute petite région à l'intérieur du cerveau, mais ce n'est pas quelque chose de très explicatif. Par contre, ils ont retrouvé 3 facteurs extrêmement significatifs expliquant en grande partie le reste de l'évolution, celui qui n'est pas expliqué par les lésions. Premier de ces facteurs, la dépression. Les personnes qui ont reçu un diagnostic de démence, de trouble cognitif, et qui présentent un état dépressif se dégradent plus vite, plus rapidement. Donc, la dépression est un facteur de dégradation. L'isolement social, le fait d'être isolé socialement, est un facteur qui accélère le déclin et les troubles cognitifs. Alors attention, être isolé socialement ne veut pas dire vivre seul. Il y a des gens qui vivent seuls, qui ne sont pas du tout isolés socialement, qui ont plein d'activités en dehors, dans la communauté, qui voient du monde, etc. Et à l'inverse, il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas seules, qui vivent en institution et qui sont pourtant extrêmement isolées socialement. Donc l'isolement social ici, c'est le fait de ne pas avoir d'interaction sociale positive avec d'autres personnes. Et enfin, dernier facteur qui a un impact sur l'évolution, le fait d'être peu engagé dans des activités au quotidien. Le fait d'avoir peu de buts dans sa vie quotidienne, le fait de faire peu de choses, finalement de rester là à rien faire, est un facteur là aussi qui impacte l'évolution. C'est extrêmement important d'avoir ces données-là. C'est absolument essentiel parce que ce sont des facteurs sur lesquels on peut avoir de l'impact. Ce sont des facteurs sur lesquels on peut jouer justement chez une personne qui reçoit un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et donc, il faut sortir complètement de cette vision catastrophique dans laquelle on se dit qu'on ne peut rien faire. Ça n'est pas vrai. C'est vrai d'un point de vue strictement médicamenteux, ok, mais ça n'est pas vrai sur le reste. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour impacter l'évolution. C'est évidemment ces facteurs-là qu'il faut prioriser. Et puis, il y a d'autres études. Alors là, on était vraiment dans la suite de cette étude, mais il y a plein d'autres études qui nous donnent des indications sur des facteurs qui favorisent l'évolution ou au contraire qui la ralentissent. Et je voudrais juste vous en présenter 2-3 parce que ce sont des choses importantes. Par exemple, il y a des données qui ont montré qu'apprendre aux aidants familiaux à mieux faire face au stress, à avoir des stratégies adaptées pour diminuer la pression, pour faire face aux difficultés, a un impact sur le déclin. C'est-à-dire que là, en proposant un accompagnement psychologique adapté, centré sur des stratégies pour faire face au stress, eh bien, ça a un impact sur la personne elle-même. C'est assez logique hein, quand on y pense. Si le stress de l'aidant diminue, mais les répercussions du stress sur la personne vont se réduire et donc l'évolution sera plus favorable. D'autres facteurs qui, eux, aggravent ou accélèrent le déclin. Eh bien, l'entrée en institution, l'entrée en EHPAD très fréquemment est un facteur dans lequel on va voir que les personnes se dégradent plus vite. On peut peut-être, probablement, relier ça aux facteurs qu'on a évoqués précédemment. Après une hospitalisation, on sait que l'hospitalisation d'une personne âgée est extrêmement délétère et donc il faut impérativement, sur un plan médical, anticiper les facteurs de risque et essayer d'éviter au maximum les hospitalisations. Généralement, les personnes reviennent dans un état cognitif plus dégradé après une hospitalisation qu'elle n'était auparavant. Relié à ça, on sait que la présence d'un syndrome confusionnel, donc d'un état confusionnel lié à des pathologies somatiques, à des états physiques, va entraîner une accélération du déclin. Généralement, les personnes ne reviennent pas à leur état cognitif antérieur. Et puis, voilà une donnée, je n'ai pas pu m'empêcher de la présenter. Alors, attention, c'est une donnée, mais en tout cas, on a une étude qui suggère, qui montrerait que l'utilisation à long terme, c'est-à-dire à plus d'1 an et demi, des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase aggrave ou accélère le déclin. Alors, qu'est-ce que c'est les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase? Eh bien, c'est une partie des anti-Alzheimer. Et donc, ce que cette étude a retrouvé, il s'intéressait à dire quels sont les facteurs qui accélèrent le déclin. Et le premier facteur qu'ils ont retrouvé dans cette étude, c'est celui-là. C'est-à-dire que les personnes qui prenaient depuis plus d'1 an et demi des anti-Alzheimer déclinaient plus rapidement que des personnes qui ne les prenaient pas ou depuis moins longtemps.
je vous laisse. Voilà, c'est l'avantage d'un webinaire où on n'est pas dans l'interactivité. Je n'ouvre pas de débat ici, mais je vous présente en tout cas des données qui ont été publiées et qui ont été validées dans la communauté scientifique. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que globalement, on a des facteurs psychologiques, la dépression, l'inactivité, l'isolement social, des facteurs liés aux aidants et des facteurs médicaux. J'ai beaucoup discuté avec des amis médecins, il y en a qui sont présents ici, en disant notamment aux gériatres combien la présence médicale elle est fondamentale, mais peut-être pas au niveau des tests qu'on fait à répétition, des MMS et des choses comme ça, de se focaliser sur regarder l'évolution de la personne, mais plutôt de mettre l'ensemble de nos actions sur favoriser une évolution la plus positive possible. Et puisqu'on parle de ça, je voudrais vous citer encore une autre étude. Je surveille l'heure, ok, je suis pas mal. Je dois accélérer un tout petit peu, mais je vais quand même vous parler de celle-là parce qu'elle est coquine et j'aime bien les études coquines. Ce n'est pas une étude, en fait, c'est une publication d'auteurs qui participent à un grand projet, de nouveau, le suivi d'une cohorte. Alors celle-là, elle se déroule à Vienne, en Autriche, et des personnes âgées sont suivies sur un grand nombre de variables dans leur vie tous les jours pour essayer d'étudier les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer. Et les auteurs disent on est embêtés parce qu'on présente ici dans ce papier, dans cette publication, 3 cas de maladie d'Alzheimer réversible. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, des maladies d'Alzheimer réversibles? Alors, le premier de ces cas, c'est un homme qui, quand il entre dans l'étude à 75 ans, on lui fait un certain nombre de tests, il a un MMS à 28 sur 30, il n'a pas de difficulté dans les tests, tous ses tests sont normaux, tout va bien. Lors de la rencontre suivante de suivi, quelques années plus tard, vous voyez, alors c'est à 81 ans, pardon, il a des troubles importants de mémoire épisodique, il a une atrophie mesurée à l'IRM au niveau de l'hippocampe et en tomographie par émission de positron, vous vous souvenez, quand on mesure la présence des plaques amyloïdes, il a un profil typique de maladie d'Alzheimer et il reçoit le diagnostic de maladie d'Alzheimer probable. Et ce monsieur, il va continuer à fonctionner, il va même se rendre encore plus actif qu'il l'était avant. Il jardine beaucoup, il marche tous les jours, il va jouer aux cartes avec des amis, il se met à réaliser, à monter des films pour les présenter publiquement, il a plein d'activités sociales, il voit du monde, il va à la cueillette, etc., etc. Bref, il est encore plus actif une fois qu'il a reçu le diagnostic qu'avant de l'avoir reçu. Et 2 ans plus tard, à 83 ans, à l'imagerie, il y a une aggravation de son atrophie. Par contre, ces tests se sont tous améliorés et normalisés. Il n'a plus les critères de maladie d'Alzheimer. Et donc, les auteurs disent on est embêté, c'est une maladie d'Alzheimer réversible puisque ces troubles ont disparu à l'évaluation. Je vous disais, ils sont un peu coquins. Deuxième cas, et vous allez voir, on est sur des choses très similaires. Une dame qui a 76 ans quand elle rentre dans l'étude, un MMS à 29, des tests normaux lors de la première évaluation. 5 ans plus tard, à l'évaluation suivante, elle a un MMS qui a diminué, elle a des troubles de mémoire et une atrophie très significative au niveau du lobe temporal. Et les auteurs, enfin les chercheurs, lui annoncent un diagnostic de maladie d'Alzheimer probable. Et la dame va se mettre en colère et elle va changer complètement son style de vie. Elle va se mettre à écrire et puis finalement publier un journal intime. Elle se remet à jouer de l'accordéon, elle rencontre des amis, elle se met à la photo, elle lit des livres, des journaux, elle fait du jardinage, bref, elle devient encore plus active, beaucoup plus active qu'elle ne l'était auparavant. Et là aussi, de nouveau, 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, à l'imagerie, il y a une aggravation de son atrophie. Par contre, tous ces tests se sont normalisés et de nouveau un MMS à 29. Et les auteurs disent on est très embêtés là aussi, puisqu'elle ne rentre plus dans les critères de maladie d'Alzheimer. Et le dernier cas, on reste sur des choses similaires, pas de difficultés au départ, des difficultés, des troubles dans les tests et des signes de maladie d'Alzheimer à l'imagerie qui font annoncer un diagnostic, un style de vie qui se modifie radicalement avec beaucoup d'activités dans le cas de ce monsieur, qui se met malgré sa maladie d'Alzheimer à faire de la marche, de la randonnée en montagne, de l'alpinisme même. Il se met à la photo, il monte des films, il donne des conférences, il continue à avoir une vie sociale très active. Et là aussi, de nouveau, 2 ans et demi plus tard, ou là même 5 ans plus tard, de nouveau à l'imagerie, une aggravation. Mais tous ces tests, alors eux ne se sont pas améliorés, mais ils sont tous restés stables pendant 5 ans. Et donc, on n'a plus le critère d'évolution de la maladie d'Alzheimer. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ces 3 cas? Bien sûr, attention, ce ne sont que 3 cas. Il faut être attentif sur un suivi de cohorte avec un grand nombre de personnes. Il n'empêche qu'on voit un point commun entre ces 3 cas, c'est que des personnes, après le diagnostic, se sont mis à devenir très actives, se sont en quelque sorte rebellées contre cette espèce de fatalité et que ça a eu un impact sur leur fonctionnement cognitif au point de se normaliser.
Je précise qu'à titre personnel, il m'est arrivé, j'ai un monsieur en tête, je n'ai pas le temps de vous raconter son histoire, mais qui est devenu bénévole au Resto du Cœur après des consultations qu'on avait menées ensemble, et que quand je l'ai revu 1 an plus tard pour faire le suivi de ses difficultés, c'était lui aussi normalisé. Maintenant, je vais synthétiser tout ce que je vous ai présenté ici. Si je synthétise ce que je vous ai amené, qu'est-ce qu'on peut dire? Premièrement, la maladie d'Alzheimer n'est pas associée à des symptômes cognitifs spécifiques. Je vous rappelle d'une part qu'il y a des troubles extrêmement variables et d'autre part qu'on retrouve des difficultés un peu du même type, mais avec une moindre intensité chez des personnes sans démence. Deuxièmement, on a vu que la maladie d'Alzheimer n'est pas associée à des lésions spécifiques, à des changements spécifiques dans le cerveau, puisqu'on retrouve les mêmes lésions chez des gens qui n'ont aucune difficulté et que chez les gens qui ont une maladie d'Alzheimer, on retrouve en fait plein d'autres lésions. Et enfin, la maladie d'Alzheimer n'est pas associée à une évolution spécifique, puisqu'en fait, elle est extrêmement hétérogène, extrêmement variable d'une personne à l'autre, et qu'il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent tout à fait modifier cette évolution. Par ailleurs, je voudrais dire qu'on entend toujours parler et que toute la recherche s'est focalisée pendant extrêmement longtemps, notamment de médicaments, sur une hypothèse de cause de la maladie d'Alzheimer, qui serait ce qu'on appelle la cascade amyloïde. Une suite, un enchaînement de dérèglements au niveau d'un certain nombre de protéines qui fait que, in fine, ça provoque l'apparition des lésions. En réalité, dans la littérature scientifique, il n'y a aucun consensus. Et tout à l'heure, au tout début de ma présentation, il y a une personne qui a mis un message dans le chat en disant « Tiens, j'ai entendu parler d'une hypothèse au niveau d'un problème lié aux intestins. » Alors moi, je n'ai jamais entendu parler de cette hypothèse-là, mais je peux vous assurer qu'on a un grand nombre d'hypothèses et qu'il n'y a aucun consensus aujourd'hui pour dire ce qui cause la maladie d'Alzheimer. Et donc, c'est important ça, parce que toute la recherche sur le médicament et tout ce qu'on nous présente dans les médias, etc., dit c'est la cascade amyloïde, c'est cet enchaînement-là, c'est l'hypothèse amyloïde qui est l'explication des lésions et ensuite des troubles. Et on voit en réalité que probablement les choses sont beaucoup plus complexes. Et d'ailleurs, une équipe française de Caen a publié un papier alors très complexe dans la revue Nature, qui est une grande revue scientifique, en disant que très probablement, on doit évoluer dans notre modèle de compréhension de la maladie d'Alzheimer vers un modèle de la complexité. Et en disant, en fait, il n'y a pas une maladie d'Alzheimer. Il y a des profils neurologiques très variés d'une personne à l'autre et des profils cognitifs très variés d'une personne à l'autre. Il y a un mélange d'énormément de facteurs différents qui, au final, amènent l'apparition des troubles cognitifs et leur évolution. Voilà en grande partie l'état des connaissances qu'on a aujourd'hui sur la maladie d'Alzheimer. Et vous voyez combien le modèle classique, la vision classique de la maladie d'Alzheimer est en fait mise à mal très largement par l'accumulation de données scientifiques. Pour cette dernière partie de ma présentation, je voudrais maintenant vous proposer une interprétation des données, de toutes les données que je vous ai présentées. Une autre vision de la maladie d'Alzheimer. En science, on a des faits scientifiques et je viens de vous en présenter un grand nombre. Et puis, on a le sens qu'on leur donne et l'interprétation. L'interprétation que je vais vous présenter là, c'est une interprétation qui est portée par un certain nombre de personnes, chercheurs, scientifiques, professionnels, cliniciens, etc. D'autres ne sont pas d'accord avec cette vision, je veux le dire, et donc je ne vous dis pas que c'est la réalité, mais en tout cas, c'est une proposition de comprendre la maladie d'Alzheimer et les autres démences autrement, et vous allez voir que ça a de solides conséquences sur ce qu'on pourrait en faire. L'idée, c'est quoi? L'idée, elle est assez simple, en fait. Nous vieillissons, tout notre corps vieillit, tous nos organes vieillissent, toutes nos cellules vieillissent. Et le cerveau n'échappe pas à cela. Le cerveau vieillit, les neurones déclinent petit à petit. Et le vieillissement du cerveau, et ça c'est quelque chose qu'on sait, jusque-là je vais être encore dans les faits, entraîne une diminution des capacités cognitives. Ce sont nos grands-mères, nos parents qui nous disent « Oh là là, ça ne fonctionne plus comme avant quand même, je vois bien que j'ai des difficultés ». Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Ce qu'on sait aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a énormément de variabilité d'un individu à l'autre dans la manière dont le cerveau va vieillir et dans la manière dont nos fonctions cognitives vont vieillir. Et on n'a pas du tout les normaux d'un côté et les pathologiques de l'autre. Ce ne sont pas deux cases différentes. Tout ça se chevauche, se mélange. Et on sait aussi aujourd'hui qu'il y a énormément de facteurs qui vont déterminer comment notre cerveau va vieillir. Des facteurs qu'on accumule tout au long de notre vie. Alors, des facteurs génétiques.
On sait que certains gènes augmentent le risque d'avoir des troubles cognitifs ou une maladie d'Alzheimer en vieillissant. Des facteurs liés au niveau socio-culturel, au niveau socio-économique. Il y a des facteurs cardiovasculaires, etc. L'idée ici que je vous propose, c'est la suivante. Dès le moment où nous naissons, et il y aurait même des facteurs d'ailleurs prénataux liés au stress maternel, etc. La manière dont notre cerveau va vieillir va dépendre de facteurs auxquels nous sommes confrontés tout au long de notre vie. On a certains facteurs qui sont protecteurs, des facteurs positifs, et d'autres des facteurs qui augmentent le risque d'avoir des troubles cognitifs. Et ces facteurs vont former une espèce, si on veut, de balance. Alors, c'est un peu simplifié dit comme ça, mais ils vont interagir entre eux pour déterminer la manière dont notre cerveau va vieillir et donc dont nos fonctions cognitives vont vieillir. Il y a énormément de littérature scientifique qui montre que la maladie d'Alzheimer ne serait pas causée par une chose, mais qu'il y a des facteurs de risque et des facteurs protecteurs. Alors, je n'ai pas le temps de les détailler, mais il y a des facteurs psychologiques. Le fait d'avoir vécu des événements traumatiques, le fait d'être exposé à des facteurs de stress élevés. Il y a énormément de facteurs environnementaux. La qualité de l'environnement, on sait par exemple qu'une concentration élevée d'aluminium dans l'eau dans certaines régions est un facteur qui augmente le risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. Ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir forcément, ça augmente un peu le risque. L'alimentation, le McDo tous les jours ou McDo 3 fois par semaine pendant toute sa vie, c'est clairement un facteur qui augmente le risque d'avoir une maladie d'Alzheimer si on n'est pas décédé avant. Le fait de prendre des médicaments, notamment psychotropes, augmente le risque. Les antidépresseurs, les anxiolytiques au long cours. Le fait de faire du sport est un facteur, au contraire, protecteur. Le fait d'avoir des activités stimulantes tout au long de sa vie, et notamment après la retraite. On sait que le moment de la retraite peut être un moment de désengagement. Eh bien, si on veut se protéger de difficultés cognitives en vieillissant, l'engagement social, le bénévolat, la participation, les activités stimulantes sont des facteurs qui protègent extrêmement fort. Tous les facteurs, alors des facteurs médicaux aussi, facteurs de risque vasculaire augmentent le risque. Le fait d'avoir des troubles sensoriels est un facteur majeur. Une audition mal corrigée, une vision mal corrigée augmente le risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. Et donc l'idée ici, c'est de se dire, tout au long de notre vie, ces facteurs vont s'accumuler pour impacter l'état de notre cerveau quand on vieillit. Il y a une publication là aussi que je vous recommande très très fort dans la revue Nature. Vous voyez le titre « Changer de perspective à propos de la démence du grand âge ». Et c'est ce qu'ils expliquent dans cet article. Ils démontrent combien, en fait, quand on regarde le cerveau des personnes âgées, il y a plein de types de lésions différentes. Il y a plein de types d'atteintes cérébrales différentes qui sont liées, en fait, à des facteurs tout au long de la vie. Et donc, l'idée, c'est que la manière dont on va vivre, les facteurs auxquels on sera exposé, y compris des facteurs qu'on ne contrôle pas, génétiques et autres, vont déterminer comment on vieillit, vont déterminer comment notre cerveau vieillit et vont déterminer le fait d'avoir des troubles cognitifs ou pas. Et donc, plutôt que d'avoir une vision en catégories, il y a ceux qui ont Alzheimer et ceux qui ne l'ont pas, ou ceux qui ont une démence et ceux qui ne l'ont pas, on vous propose une vision en continuum. On n'est plus dans deux catégories différentes, on est juste dans des personnes âgées, certaines qui n'ont pas ou très peu de difficultés cognitives, qui se répercutent très peu dans leur vie quotidienne, et d'autres qui vont avoir des difficultés cognitives beaucoup plus significatives et parfois extrêmement importantes avec des handicaps très significatifs. Donc, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire « Oh, la maladie d'Alzheimer, c'est juste du vieillissement ». Je ne suis pas en train de vous dire bah, « Finalement, ça n'existe pas ». Ce n'est pas ça. Je suis en train de vous dire, je pense que ce n'est pas, en tout cas la proposition, une maladie spécifique avec des caractéristiques propres. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à définir aujourd'hui clairement. Un état qui se différencierait du normal, mais que c'est un ensemble de personnes qui vont avoir des difficultés cognitives plus ou moins importantes. Et la vision, la proposition ici, désolé Chokri, c'est de sortir d'une vision purement médicale de la maladie d'Alzheimer et de proposer de voir les troubles cognitifs de la personne âgée, même quand ils sont très sévères. Je travaille depuis plus de 20 ans en gériatrie ou en gérontologie. J'ai vu et je vois tout le temps des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs sévères. Il ne s'agit pas de nier ça, mais de voir leurs difficultés plutôt comme un handicap en vie quotidienne. Et cette vision-là, elle change absolument tout. Si on reste dans une vision purement biomédicale et maladie, alors la seule réponse qu'on peut apporter, c'est un médicament. Force est de constater que jusqu'à présent, c'est un échec. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Haute Autorité de Santé, etc.
les médicaments, aujourd'hui, on n'en a pas qui permettent d'agir significativement sur les troubles cognitifs. Peut-être qu'on en aura plus tard. J'y crois assez peu pour les raisons que je vous ai expliquées, notamment si on a énormément de lésions et de mécanismes différents dans le cerveau. Je ne vois pas comment un médicament pourrait venir résoudre toutes ces problématiques-là. La vision du handicap, par contre, elle change tout. C'est une vision, d'une part, d'acceptation, de dire il est normal d'avoir des troubles, des difficultés en vieillissant, ça fait partie de l'aventure humaine. L'objectif d'un accompagnement quand des personnes présentent des troubles cognitifs et des difficultés, ça va être de diminuer les difficultés dans la vie quotidienne. Comme Rachel vient de le mettre, une maladie, ça se traite, mais on ne peut pas, en tout cas en l'état. Un handicap, ça se compense. Il y a plein de personnes qui ont des handicaps dans la vie quotidienne, qui regardent cette situation. Par exemple, ma chère Véro, que je vois là, alors je vais en citer qu'un, mais en fait elle en a plein, mais je vais en citer qu'un, un handicap. J'ai le même, mais je ne le compense pas de la même manière. Nous avons un handicap visuel. Véro, elle a des lunettes, moi j'ai des lentilles. Nous sommes des personnes normales avec un handicap visuel. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas nos lunettes ou nos lentilles? Est-ce qu'on fonctionnerait normalement? La réponse est non. Imaginons maintenant qu'on nous propose un médicament, alors pas très efficace, avec des effets secondaires, mais parce que c'est la seule chose qu'on peut nous proposer. Comment est-ce qu'on serait? Eh bien, c'est basiquement la vision biomédicale de la maladie d'Alzheimer. A contrario, une vision centrée sur le handicap, on concentrerait nos efforts sur permettre à la personne d'avoir une vie qui vaille la peine, d'avoir une vie dans laquelle elle prend du plaisir. Et vous avez vu l'exemple de Flore, qui est un exemple typique de ce que peut être une vie avec une maladie d'Alzheimer. Ce changement de vision, ce changement de paradigme, il est profond, il a des répercussions majeures. Il a des répercussions à différents niveaux et je voudrais conclure, c'est parfait, il me reste 10 minutes, je suis juste bien, j'ai été sage, hein, je suis très fier de moi. Voilà un certain nombre de choses qu'on pourrait imaginer. Première chose, il ne s'agit pas de dire on arrête de rechercher sur la maladie d'Alzheimer, elle n'existe pas. Non, 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 non. On considère qu'effectivement, le vieillissement cérébral, il existe évidemment, il y a plein de mécanismes, c'est extrêmement complexe et il peut avoir des répercussions extrêmement importantes. Donc, on continue à chercher, mais on ne met pas tous les œufs dans le même panier en disant on cherche à supprimer ces fameuses plaques amyloïdes, dont je vous rappelle, elles existent chez les sujets normaux, notamment âgés. Alors, je sais, Chokri, j'ai un petit message perso. Donc, continuer les recherches, mais intégrer que les phénomènes sont multiples et essayer de mieux les comprendre, comment ils interagissent et comment ils ont des impacts. Deuxième chose, et ça, c'est quelque chose qui me rend un peu désespéré, un peu malade, mais il y a tellement d'actions de prévention qui pourraient être mises en place. Alors ça serait des choix politiques, mais également probablement des choix médicaux dans nos consultations auprès des personnes âgées, donner un certain nombre de recommandations d'activités physiques. Il y a des actions de prévention collective aussi qu'il faudrait pouvoir mettre en place au niveau environnemental. Enfin, vous me direz, il n'y a pas que pour ces raisons-là. Et donc, jouer beaucoup plus sur la prévention pour diminuer la fameuse prévalence des troubles cognitifs de la personne âgée. Et enfin, en termes d'accompagnement des personnes qui présentent des troubles cognitifs. Dès le moment où on voit que des difficultés cognitives apparaissent, des interventions qui seraient non plus définies par la pathologie, mais définies par les besoins de la personne, des interventions individuelles. J'ai donné il y a quelques années une conférence qui ne m'a pas valu que des amis d'ailleurs, sur les fameuses thérapies non médicamenteuses. Et je suis extrêmement en colère et extrêmement terrifié de voir un certain nombre d'actions qu'on propose aux personnes parce qu'elles ont une maladie d'Alzheimer. Je suis désolé s'il y a des gens qui utilisent ces choses-là, mais mettre un phoque robot dans les bras d'une personne parce qu'elle a une maladie d'Alzheimer, je pense que c'est passer à côté de la personne. La mettre dans un faux train pour calmer son agitation parce qu'elle dit qu'elle veut rentrer chez elle, je pense que c'est passer à côté de ses besoins. De la même manière, dire à une personne qui a reçu une maladie, enfin, qui a reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, écoutez, on ne peut pas y faire grand-chose, on va vous mettre en place des traitements ou pas. Par contre, on va mettre en place un certain nombre d'actions pour sécuriser votre domicile, etc., etc. Et puis, on refait le point dans 6 mois pour voir comment ça s'est dégradé. Je pense que ça n'est pas les réponses que nous devrions apporter et que nous devrions mettre l'essentiel de notre énergie
au niveau d'intervention individuelle, centrée sur la personne. L'intervention, elle doit être définie non pas par le diagnostic, dont j'espère vous avoir convaincu que la validité de ces diagnostics est extrêmement discutable, mais centrée sur ses difficultés dans la vie quotidienne et ses besoins. Et je voudrais vous présenter une illustration de ça en termes de pratique clinique. J'imagine, je rêve, et je suis désolé pour les personnes que ça va heurter, mais je ne suis plus à ça près, je rêve qu'un jour, les consultations mémoire disparaissent. Je suis sincère. Pas les gens qui y travaillent, que j'aime beaucoup, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, mais qu'on les remplace par des consultations qu'on pourrait imaginer. Alors, c'est une proposition, il y a certainement plein de choses à affiner, mais consultations vieillissement qui ne seraient pas centrées sur la recherche d'une maladie. Aujourd'hui, quand une personne a des difficultés cognitives, la consultation, elle est centrée sur on va essayer de trouver cette fameuse maladie. Et donc, on va faire des examens qui sont centrés là-dessus. Là, on aborderait la personne différemment en disant on va faire le point sur vos difficultés dans la vie quotidienne, vos challenges, vos défis au quotidien, vos envies, vos besoins, et on va tous contribuer à évaluer vos besoins, y compris médicaux, bien sûr, vos buts dans la vie. Et on va évaluer vos difficultés, vos troubles cognitifs, mais également vos capacités. On va évaluer votre environnement physique et social. Tout ça dans une consultation pluridisciplinaire. Je pense à des hôpitaux de jour qui pourraient se centrer là-dessus, avec ergo, psycho ou neuropsy, assistante sociale, orthophoniste probablement, médecin, et tous ensemble, avec la personne, on définit ces choses-là. Et bien sûr, on prend en compte les aspects somatiques et médicaux, tellement on a vu qu'ils pouvaient avoir un impact sur l'évolution de la personne. Et la personne ressort non pas avec un traitement médicamenteux, mais avec un plan individualisé qu'elle a validé, elle, qui part de ses souhaits à elle et de ses besoins à elle et à son entourage, et pas de notre point de vue à nous professionnels. Petite illustration d'un exemple presque fictif, mais en réalité pas. Voilà une dame rencontrée en consultation. Et cette dame, elle consulte pour les raisons suivantes. Elle vit à la maison avec son mari, elle a des troubles de mémoire très nets, elle oublie énormément, elle pose toujours les mêmes questions. Elle est très apathique, dirons-nous, elle ne fait plus rien, elle n'a plus envie, elle n'a plus de motivation. Alors, quand on discute un peu avec elle et qu'on pose les bonnes questions, elle reconnaît qu'en fait, elle ne fait plus grand-chose parce qu'elle a peur de ne pas y arriver. Elle ne se sent plus vraiment capable. Et on a donc un aidant familial qui fait tout à sa place. Alors, en plus, on est dans une génération où avant, il ne faisait pas grand-chose dans la gestion du foyer. Et voilà un aidant qui fait à manger, qui fait les tâches ménagères, qui gère tout, les comptes, etc., qui s'épuise et qui n'en peut plus de son épouse, qui lui pose toujours les bonnes questions et qui fait plus rien. Sombre tableau, dirons-nous. En termes d'évaluation, alors au bilan neuropsychologique, on va retrouver un profil typique de ce qu'on appelait avant, en début de soirée, maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire qu'elle a des troubles de mémoire et des troubles de fonction exécutive. Mais on ne va plus lui annoncer une maladie d'Alzheimer. On note aussi qu'elle a une légère surdité qui n'a pas été appareillée. Les autres fonctions cognitives sont bien, et sur le plan de la motricité, il n'y a pas de difficulté particulière. Elle aime, alors on s'intéresse à ce qu'elle aime faire, elle a toujours aimé jardiner, elle a toujours aimé jouer aux cartes, elle est quelqu'un qui aime beaucoup prendre soin des autres et contribuer, et elle est très attachée à ses petits-enfants. Sur le plan médical, il n'y a pas grand-chose. Alors, elle a depuis très longtemps des antidépresseurs, un antidépresseur et un anxiolytique, dont on sait qu'ils aggravent le risque de présenter des troubles cognitifs. Et à l'examen médical, on lui retrouve une hypothyroïdie et des douleurs d'arthrose. Et le plan individualisé, ça pourrait ressembler à ceci. Premièrement, avec son accord et avec l'accord de son mari, mise en place d'activités physiques. Alors, on ne va pas lui demander de faire de l'escalade comme le monsieur tout à l'heure, mais simplement, elle va aller faire ses courses elle-même. Alors, vous le verrez, elle va être accompagnée par une aide à domicile, mais elle va faire les courses. Elle se remet à jardiner progressivement petit à petit et elle va se déplacer, vous allez le voir, pour d'autres activités. Elle va, en accord avec l'école, on est dans un milieu où les gens se connaissent, eh bien, elle va aller faire du bénévolat à l'école. Elle va aller parler du bon vieux temps. Elle va aller aider des enfants qui ont des difficultés pour certaines choses. Je vous rappelle qu'elle a plein de capacités cognitives qui fonctionnent encore. Elle va aller jouer à la belote à l'EHPAD. Elle ne va pas entrer à l'EHPAD, mais il y a des joueurs de cartes à l'EHPAD. Ça tombe bien, ils cherchaient quelqu'un. Et elle va donc aller à l'EHPAD régulièrement juste pour taper la carte avec eux. Des visites plus régulières de son entourage familial sont organisées et elle se rend à la messe le dimanche, ce qu'elle ne faisait plus. Et tout est organisé pour favoriser ça. Son domicile est adapté. Alors, on a des équipes spécialisées qui peuvent très bien faire ça, avec des affichages sur un certain nombre de placards, avec l'utilisation de petites aides externes mises en place en fonction des questions répétitives qu'elle a, de manière à diminuer ces questions répétitives, et un accompagnement de son époux. Vous vous souvenez, formation à la gestion du stress et à trouver des stratégies pour se sentir mieux, de manière à favoriser une bonne
évolution. Et enfin, sur le plan médical, mise en place de vitamine B12, elle était un petit peu en manque, d'un traitement pour sa thyroïde, d'antidouleurs pas trop importants pour ses douleurs d'arthrose et un arrêt progressif des anxiolytiques et antidépresseurs. Et voilà comment on pourrait accompagner les difficultés cognitives d'une personne âgée plutôt que de lui porter un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Alors vous me direz, mais on pourrait faire tout ça sans nier la maladie d'Alzheimer. Et je voudrais vous rappeler par quoi j'ai commencé ma soirée, par quoi j'ai commencé cette conférence. Le problème aujourd'hui de ce diagnostic, c'est je considère au regard des données que je vous ai présentées qu'il a assez peu de validité scientifique. Je ne suis pas le seul, heureusement. Si j'étais tout seul, il ne faudrait pas m'écouter. Mais un grand nombre de personnes contestent la validité scientifique, y compris des grands professeurs, y compris des grands chercheurs de la maladie d'Alzheimer. Donc, peu de validité et en plus un impact de stigmatisation terrifiant. Aujourd'hui, les personnes qui s'expriment sur ce sujet vous disent avant la maladie d'Alzheimer, j'avais des difficultés. Avant le diagnostic, j'avais des difficultés, mais bon, je fonctionnais, et puis je voyais du monde, etc. Et depuis que j'ai reçu le diagnostic, on ne s'adresse plus à moi, on s'adresse à mon épouse. On ne fait pas confiance à ce que je dis. Si je suis de bonne humeur, on se demande si je suis dans le déni. Si je suis dépressif, si je suis un peu triste ou un peu de mauvais poil, ou si je broie du noir, on dit que je suis en dépression à cause de ma maladie, il faut me donner des antidépresseurs, etc., etc. Et donc, je pense qu'il faut aujourd'hui vraiment réfléchir à amener un autre modèle de compréhension, un modèle qui soit valide sur le plan scientifique et un modèle qui apporte enfin des vraies réponses aux personnes qui sont concernées. Il est 19h01 et pour terminer, avant de passer aux questions, je voudrais juste vous projeter un petit film. Je crois que le meilleur traitement contre la maladie d'Alzheimer, contre les autres démences, c'est de donner aux personnes concernées, aux personnes qui ont des difficultés cognitives, une vie. Tout simplement une vie fun, qui vaille la peine d'être vécue. Et c'est possible. Je connais beaucoup d'endroits en France, dans d'autres endroits du monde, où des professionnels œuvrent à ça. Et les impacts sont à chaque fois extrêmement spectaculaires. Voici un petit exemple dans le plat pays qui est le mien, parce qu'on ne se refait pas, d'un établissement qui a proposé aux habitants, aux résidents, d'organiser une soirée dans leur village. Et ce sont les résidents de l'EHPAD qui ont tout organisé. Ça ressemble à ceci. Le traitement de la maladie d'Alzheimer, je pense que c'est ça. Quand vous voyez ces personnes, où est la démence? Ce sont juste des personnes, elles ont des troubles cognitifs, elles vivent en institution, elles ont des handicaps probablement nombreux et on leur a juste permis de vivre en contournant leurs difficultés. Vous avez vu le mot Montessori dans la vidéo, je vous ai montré cette vidéo parce que pour moi, elle conclut magnifiquement cette présentation, mais la clé, ce n'est pas Montessori, ce n'est pas très important. La clé, c'est se battre pour offrir à ces personnes une vie, ne plus se focaliser sur ce diagnostic, ne plus insister sur ce diagnostic et juste mettre au service des personnes absolument et pleinement. Je rêve d'un jour où on ne parlera plus de maladie d'Alzheimer, mais on parlera juste d'accompagner des personnes. Et je voudrais terminer simplement
en remerciant et en rendant hommage aux personnes que vous voyez sur cette photo. Cameron Camp, bien entendu, pour tous les partages qu'on vit depuis maintenant plus de 10 ans. Le professeur Peter Whitehouse, que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'une soirée arrosée à Cleveland. On a beaucoup discuté révolution. Et puis, surtout, et de nouveau, j'ai l'émotion qui me serre la gorge. Je voudrais rendre hommage vraiment au professeur Martial van der Linden, qui est maintenant décédé, qui a été un militant incroyable, un transmetteur incroyable et qui est celui qui m'a transmis cette vision, qui l'a portée et qui m'a demandé un jour, qui m'a dit si tu y crois, si tu penses que ça vaut la peine, tu dois être de ceux qui reprennent le flambeau. Et Martial, c'est ce qu'on fait. Voilà, merci à tout le monde. C'est très particulier un webinaire parce que je ne vous vois pas. J'espère que vous avez appris des choses, voilà, que cette présentation vous fait réagir. Et maintenant, je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions. Je vais arrêter le partage, ça va simplifier la vision sur l'écran pour moi. Et puis, je vais comme ça commencer à afficher vos questions. Je suis très curieux de voir ce qu'elles sont. Alors, onglet Q&A. Il y a des merci qui défilent. OK. Merci à vous. Les points levés, ça me va bien aussi. Avant les questions, juste, il y a un petit mot, je ne sais pas si elle est présente, Alexandra, ou pas. Alexandra est une directrice d'EHPAD qui a participé à une formation que j'animais hier et début de semaine. Et elle m'a posé la question hier. On ne parlait pas du tout du mythe de la maladie d'Alzheimer, on parlait de l'accompagnement. Alexandra est là. OK. Eh bien, Alexandra, voilà, j'espère que tu as eu la réponse à ta question. Hier, Alexandra m'a demandé mais du coup, Jérôme, est-ce que tu penses que quand on a des personnes chez qui on voit qu'il y a des troubles cognitifs dans notre établissement, mais qu'elles n'ont pas reçu de diagnostic, est-ce que tu penses que ça vaut la peine d'aller faire les examens pour leur poser un diagnostic? Et j'ai fait une réponse courte en disant réponse courte, non, je ne pense pas qu'il faut envoyer ces personnes-là en consultation pour avoir un diagnostic. Je pense qu'il faut répondre à leurs besoins au quotidien et que le diagnostic n'aide en rien dans l'accompagnement en réalité. Voilà, donc la réponse longue, c'était ce soir, Alexandra. Et ça répond à la question d'Elisabeth qui disait « Poser un diagnostic empire les choses pour la personne ?» pour une interrogation. Alors, je vais quand même prendre 2 minutes sur cette question-là. N'hésitez pas à voter pour les questions, mais elles ne sont pas classées dans le bon ordre pour moi. Non. Voilà, OK. Est-ce que ça empire de poser un diagnostic? Alors, c'est compliqué de répondre. OK, je vais répondre avec mon cœur et sincèrement. On coupera au montage. Je pense que oui. En fait, oui, je pense que oui. Je pense que ce n'est pas du tout l'intention de ceux qui posent. La raison pour laquelle moi, j'ai arrêté de travailler en consultation mémoire, ça a été celle-là. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que j'aide vraiment les gens? J'en ai fait beaucoup du diagnostic, beaucoup. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le bon chemin. Et encore une fois, je vous ai proposé une autre approche, une autre vision vers laquelle j'espère qu'un jour on ira. Alors, je prends les questions. Oh, il y en a que j'aime beaucoup. Ouais, si l'amour était un traitement. Alors, je ne vais pas les prendre tout à fait dans l'ordre, ça va aller vite. Et si l'amour était un traitement, vous savez quoi, Marie-Thérèse? Je pense que c'est le traitement numéro 1. Oui, je pense que c'est le traitement numéro 1. Alors, les activités, beaucoup d'autres choses aussi. Mais oui, l'amour est un traitement et je vais me permettre de dire un petit mot à ce sujet. Je ne vais pas résister. Je suis toujours désespéré, extrêmement en colère et extrêmement heurté quand on apprend à des professionnels qu'il faut mettre de la distance avec les personnes qui les accompagnent. Ça conduit à un moment donné à couper le lien avec les humains qui sont accompagnés. Je pense que l'amour est le traitement numéro 1 et que ça implique, évidemment, ce ne sont pas nos proches, etc. Évidemment, parfois, ça va être difficile de voir les gens partir ou les gens avoir des difficultés, mais créer du lien, créer de l'attachement, c'est comme ça qu'on peut générer de l'empathie, c'est comme ça qu'on peut se connecter profondément aux personnes. Je pourrais parler de ça pendant des heures, je ne les ai pas là, mais oui, je pense que l'amour est un traitement indispensable. Et si un jour mes grands-mères devaient aller en EHPAD, si un jour ma mère ou mon père devait aller en EHPAD, si un jour je devais aller en EHPAD, j'espère très sincèrement, profondément, tomber sur des soignants qui les aimeraient du fond de leur cœur. Ça me rassurerait beaucoup. Ceci étant dit, je vais prendre la première question. Alors, je regarde la question de Anne.
Donc, dans ma pratique professionnelle, 30 ans en ergo, seuls de très rares médecins se remettent en question par rapport à ce surdosage de médicaments. C'est quand la décision de soins palliatifs est posée qu'on arrête tous ces traitements et il arrive que ces personnes revivent, se réouvrent à la vie. Donc, ce n'est pas tellement une question, c'est un témoignage. J'ajoute le mien au vôtre. C'est une absolue catastrophe, notamment les traitements psychotropes en première ligne. C'est pour moi c'est un drame humanitaire. Il y a eu beaucoup de reportages, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les excès de médicaments, notamment de psychotropes. Ça dégrade les gens. Je vous assure qu'en EHPAD, une grande partie des gens, l'état dans lequel on les voit, sont en réalité liés au traitement qu'on leur donne. Dès qu'on les arrête, les gens vont beaucoup mieux. Et c'est quand même fou de se dire qu'on doit attendre que les gens entrent en soins palliatifs pour se dire qu'on les arrête. Donc, je vous rejoins complètement. Il y a un travail immense à faire, immense. Question importante à l'heure, à quoi peut être due l'accélération du déclin cognitif à l'entrée dans une institution? Probablement, je vais vous donner mes hypothèses à moi, qui sont basées un petit peu sur mon expérience. Il y a peu d'institutions dans lesquelles on met le focus réel sur le bien-être de la personne. La plupart du temps, on met le focus sur l'organisation, sur l'organisationnel, sur les soins médicaux, sur les toilettes, et on oublie finalement tous les facteurs qui, en réalité, ont un impact positif sur l'évolution de la personne. Activité porteuse de sens, lien social, bien-être, inclusion dans la communauté, etc., etc. Donc ça, c'est un premier facteur. Ensuite, la personne, elle est déstabilisée par la perte des repères. Si on ne travaille pas beaucoup sur l'accompagnement, sur créer un lien de confiance, sur se focaliser sur le fait qu'elle soit bien, alors évidemment, tout ça va accélérer le déclin. Donc, je pense que le focus, il est là. Et je voudrais dire que dans des institutions que je connais, on ne voit pas ce déclin au moment de l'entrée en institution. Dans des endroits où la personne elle est accueillie par d'autres habitants qui viennent lui dire en disant « on va prendre soin de vous, on vous a fait un petit cadeau, il est pour vous, venez ici, on est une vraie famille, on se soutient, on s'entraide ». Dans un endroit où on respecte le rythme des personnes, où on ne les lève pas à 7 heures du mat en leur faisant une toilette parce qu'en fait, ce n'est pas du tout leur truc, etc. Mais les gens ne se dégradent pas. Donc, c'est vraiment changer de focus et passer sur un focus sur la personne, à mon avis, qui donnera la clé. Alors, la question des unités spécifiques, Alzheimer, UHR, etc. On regroupe des personnes présentant des difficultés de communication, des pertes d'élan, un ralentissement psychomoteur, qui ne peuvent pas se stimuler les uns les autres. Est-ce que ça ne serait pas mieux finalement de mélanger les résidents de l'EHPAD? Chacun s'enrichit de la présence des autres. Je vais faire une réponse courte. Je pense aussi. Je pense que oui, même si, dans un certain nombre d'endroits, la stimulation apportée aux personnes, le bien-être, etc., le fait d'avoir parfois plus de moyens permet finalement de ne pas avoir des personnes dans des états de dégradation terribles et ils peuvent se stimuler et se soutenir entre eux. Donc, il peut y avoir un petit débat, mais dans le fond, je pense que le mieux, ce serait de mélanger, d'accompagner suffisamment bien les gens qui ont des difficultés cognitives, de permettre aux personnes qui ont moins de difficultés de prendre soin d'elles aussi et de recréer du lien social entre tout le monde. Alors, comment est-ce qu'on travaille les questions répétitives? Ouh là là, vaste sujet. Et Alicia, je vous invite à regarder les replays de nos webinaires précédents autour de Montessori parce qu'on en a déjà parlé. Je vais quand même tenter de faire une réponse relativement courte également. Si la personne garde par exemple des capacités de lecture ou d'audition, l'idée c'est que les informations qu'elle oublie et sur lesquelles elle pose des questions tout le temps, ce qu'elle ne peut pas garder à l'intérieur, on va peut-être le stocker à l'extérieur. En fait, le mécanisme des questions répétitives, c'est à la fois un mécanisme d'oubli, mais c'est aussi un mécanisme d'apprentissage. Il y a des parties de la mémoire qui fonctionnent encore, ce qu'on appelle la mémoire implicite, procédurale. La personne, elle apprend ce qu'elle pratique. Imaginons maintenant que je suis inquiet de savoir où sont mes enfants. Donc, je vais poser la question et on va me rassurer. On va me donner la réponse, ça va me rassurer, mon anxiété va diminuer. Je vais oublier, bien sûr, la réponse puisque j'ai des troubles de mémoire. Par contre, ma mémoire implicite va garder une trace du fait que, et c'est totalement inconscient, mais je vais apprendre inconsciemment que pour trouver la réponse à ma question, il faut que j'aille poser la question. Donc, quand mon anxiété va revenir parce que j'ai oublié la réponse, je vais retourner poser la question. Et plus on va me donner la réponse, plus je vais poser la question. Et en quelque sorte, les personnes qui me répondent m'entraînent à poser la question de plus en plus souvent. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Imaginons maintenant
que j'ai un document écrit sur lequel est indiquée la réponse qui me rassure. À chaque fois que je vais venir poser la question, plutôt que de me donner la réponse, on va me dire, mais regarde un petit peu là ce qui est écrit. Je vais prendre le document, je vais le lire, mon anxiété va diminuer. Je vais être, ok, bon, ben c'est bon alors. Et je vais le reposer. Puis un quart d'heure après, je vais oublier, je vais revenir poser la question et on va me réorienter vers le papier. Et je vais, moi, le relire. Et à force de le relire, je vais créer une habitude, un automatisme, et je vais aller chercher la réponse tout seul. Et mes questions répétitives vont non seulement diminuer, mais elles vont même disparaître. Voilà, Alicia, en quelques mots, assez rapidement, le genre de stratégie qu'on peut utiliser pour réduire les questions répétitives. Il y a là aussi une documentation scientifique très, très, très poussée sur le sujet qui montre que ce sont des stratégies extrêmement efficaces. Et si la personne ne sait pas lire, on peut imaginer un petit message enregistré qu'on l'inviterait à écouter à chaque fois qu'elle pose la question, jusqu'au moment où elle a pris l'habitude. Alors, mon binôme de cœur, Joanie. Je partage évidemment totalement ton propos, Jérôme. J'ai une question parallèle sur l'enfermement que crée le diagnostic, notamment pour pouvoir bénéficier d'aide financière et d'accompagnement. Alors évidemment, et c'est un argument qui m'est très souvent donné quand je présente ce que je vous ai présenté en cours à l'université ou dans des conférences, on me dit oui, mais grâce au diagnostic, les gens peuvent avoir des aides. Bah oui, évidemment, mais c'est tout le problème. Je pense qu'il ne faudrait pas conditionner. Je crois vraiment, sincèrement aujourd'hui, que dans mon monde idéal de bisounours à moi, il faudrait supprimer ce diagnostic. Il faudrait qu'il n'existe plus. Et encore une fois, qu'on considère comme faisant partie du vieillissement, les troubles qui peuvent être très sévères, et qu'on se centre là-dessus. Et on donnerait des aides en fonction des besoins de la personne, comme dans le handicap, et non plus en fonction du diagnostic. Et de dire, ben voilà, l'APA, c'est pour les gens qui ont une maladie d'Alzheimer. On pourrait tout à fait centraliser les aides sur le diagnostic des difficultés et non plus de la maladie. J'espère que ça répond à ta question, Joanie. Alors, je ne vois pas l'onglet chat, en fait, je vais le monter. OK. Alors, Christelle, pas de question, mais un témoignage, neuropsychologue en consultation mémoire, et propose un plan individualisé plutôt qu'un diagnostic. C'est possible. De plus, je suis formatrice pour des étudiants infirmiers et des assistants de soins en gériatrie et je leur parle depuis plusieurs années de mes lectures de Martial van der Linden. Merci Christelle. Moi, je l'ai fait aussi beaucoup après la lecture du mythe. J'ai pris une claque, mais toute ma démarche autour du diagnostic a été remise en cause et je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire? Et l'exemple de consultation que je vous ai montré là, ce sont des consultations que j'ai menées moi. Néanmoins, ce qui me chagrine et le problème que j'ai encore aujourd'hui, c'est que ça reste des expériences uniques, individuelles, des personnes qui elles-mêmes disent « tiens, je vais faire ça ». Je connais, et j'en ai rencontré encore tout récemment en Guyane, des neuropsychologues qui font de la consultation mémoire diagnostique traditionnelle, qui voient les personnes, qui leur font passer un RLRI-16 et autres joyeusetés pour chercher les troubles spécifiques de la maladie d'Alzheimer. Donc, merci beaucoup Christelle, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux, mais je rêve du moment où ce seront les recommandations officielles de la Haute Autorité de Santé, de dire on ne fait plus des consultations centrées sur la recherche de cette soi-disant maladie, mais on fait des consultations pour mettre en place un plan individualisé et pluridisciplinaire, parce que c'est le problème aussi. S'il n'y a que le psychologue qui sort des recommandations individualisées, c'est déjà beaucoup, mais quid des autres? Moi, j'aurais vraiment un truc où le médical aurait toute sa place aussi. Sauf que ce n'est plus le médical qui cherche la démence, mais juste les éléments médicaux, tant on sait qu'ils ont un impact sur l'évolution de la personne. Donc, merci, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux pour un jour dire, mais ça doit être ça la norme et pas l'exception. Tu peux remonter aussi dans le chat, il y a une info de Marie Lambach qui va te faire peut-être réagir. Et juste en dessous, il y a un message de Joanie aussi. OK. Alors, Marie, juste pour le partage, un étudiant que j'encadre s'est entendu dire par sa maître de stage en CM2R, donc pour ceux qui ne savent pas, les CM2R, Centre Mémoire, Recherche et Ressources, c'est les endroits, les centres spécialisés en diagnostic, que cette vision qu'il a reçue, celle-ci, relevait de la secte et qu'il était matrixé en cours. Alors, en l'occurrence, l'étudiant, il m'a eu moi en cours. Il y a un tel boulot de fond à réaliser. À quand des centres du bien vieillir plutôt que des centres des pathologies du vieillissement? Il y a pourtant de tels bénéfices à adopter ce type d'approche. Je le vois tous les jours dans mes accompagnements en libéral.
Oui, alors les étudiants en fac de psycho à Montpellier qui sortent de mes cours, effectivement, ils ont une vision qui est assez différente de celle d'autres universités. C'est intéressant de voir que des personnes qui travaillent à ce diagnostic considèrent que ça relève de la secte. Moi, je tiens à vous préciser que je vous laisse juge et vous aurez noté à tout moment que c'est… D'abord, ça ne me rapporte rien à titre personnel, sinon parfois un peu d'emmerde aussi. Je vous laisse juge et je vous laisse décider et les références scientifiques sont à disposition. Je précise aussi, parce que c'est important, je l'ai dit tout à l'heure, que les faits scientifiques, on ne peut pas les discuter. L'interprétation, la proposition que moi j'en fais, de dire voyons ça comme des handicaps posés dans le cadre du vieillissement liés à des facteurs multiples et tout, c'est une interprétation. D'autres ne sont pas d'accord avec là-dessus. Moi, je suis ouvert au débat. Je note que ceux qui disent c'est une secte, voilà. Donc, voilà, je regrette évidemment ça et j'invite toutes les personnes qui sont encore présentes à décider par elles-mêmes. Et je lis le petit témoignage de Joanie. Je continue de croire que créer des unités adaptées peut être à la fois pertinent et salvateur, notamment si dans l'accompagnement proposé, si un projet de fonds est travaillé avec des professionnels motivés, volontaires et les habitants. Et à la fois, je ne peux m'empêcher de me dire, à force de créer des unités et services adaptés, ne stigmatise-t-on pas les EHPAD dans des services classiques comme désadaptés? Je le pense aussi. Bon, Joanie, je ne suis pas étonné, mais tu as rejoint totalement ma vision. Ok, Il j'en y avait reviens un petit juste deux peu. questions dans le Q&R. Oui. d'Alice. Alors, Aurélie, bonjour. La prévalence, est-ce au moment de la déclaration de la maladie ou alors toutes les personnes touchées dans la tranche d'âge? Ce sont toutes les personnes touchées dans la tranche d'âge. La prévalence, c'est le pourcentage de personnes touchées dans une tranche d'âge. Okay, donc, on ne compte pas les personnes au moment du diagnostic, mais c'est quel pourcentage d'une population est concerné par la pathologie. Alors, Galia, merci pour cette conférence. Oui, je suis pour ces thérapies non médicamenteuses, mais cela demande beaucoup de moyens humains. Alors, effectivement, je vais me permettre deux petits commentaires. Premièrement, si la présentation vous a parlé et si ça a du sens, ce que je vous ai présenté, si vous êtes d'accord avec la vision que je vous ai proposée, je vous invite à essayer de ne plus parler de thérapie non médicamenteuse, puisque pour moi, les thérapies non médicamenteuses s'inscrivent dans une vision biomédicale. On donne des thérapies non médicamenteuses à des malades. On pourrait parler d'approche centrée sur la personne, on pourrait parler d'approche psychosociale, mais plutôt que de thérapie, voilà, je suis un poil gêné par le terme, c'est très personnel, c'est une invitation, vous en ferez ce que vous voulez. Les moyens humains, bien sûr qu'il en faut beaucoup plus, c'est une évidence. Déjà, si on mettait tout l'argent, une grande partie de l'argent qu'on met dans la partie purement médicale, je parle de la partie Alzheimer, ça irait déjà mieux. D'autre part, je prends le pari que si on arrêtait de prescrire des neuroleptiques aux personnes qui ont des comportements auxquels qu'on n'arrive pas à comprendre, et si on essayait plutôt de répondre à leurs besoins humains fondamentaux, on mettrait l'argent du remboursement des neuroleptiques dans du personnel, et deux, on aurait besoin de beaucoup moins de personnel. Beaucoup, beaucoup moins parce que, en réalité, une grande partie des difficultés qu'on observe sont aussi liées à des polymédications dramatiques qui aggravent tout. Donc oui, il faut plus du moyen humain. Il faudrait prioriser. Oh, il y a une question que je vois apparaître. C'est magnifique. Oui, plus de moyens humains. Il faut les recentrer et les réorienter sur les facteurs dont on sait qu'ils ont un impact. Je n'ai trouvé aucune étude qui dit que laver les gens tous les jours en 20 minutes, ça améliore l'état des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Par contre, j'ai trouvé beaucoup d'études qui disent que le lien social, l'empathie, la convivialité, le soutien psychologique, ça a un impact sur l'évolution. Donc, remettons les moyens humains là où il y en a besoin et là où ça a vraiment un impact, là où ça fait du bien aux gens. Alors, Sonia, quel est mon avis sur les UCC? Ça, c'est une question intéressante. Il se trouve que je connais bien les UCC, que j'ai travaillé en UCC, que j'ai eu beaucoup de contacts avec une UCC que j'aime beaucoup, au CHU de Montpellier. Il y a d'autres professionnels qui sont encore présents ici. Je vois un grand sourire. Alors, OK, UCC, Alicia, unité cognitivo-comportementale, ce sont des unités d'hospitalisation de court à moyen séjour qui ont été créées dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012 et qui accueillent des personnes qui présentent une situation comportementale très aiguë, qui présentent des comportements réactionnels sévères à un moment où, du coup, l'entourage n'arrive plus à gérer. Donc, ce sont des personnes qui peuvent venir du domicile ou de l'institution. Et normalement, l'idée, c'est de les faire entrer dans ces unités d'hospitalisation qui sont fermées, bien entendu, et ultra sécurisées,
Et il est demandé à ces unités, aux professionnels qui travaillent, de trouver des solutions normalement non médicamenteuses. Il y aurait beaucoup à dire sur les solutions qui sont trouvées. Dans beaucoup d'UCC, on touche un petit peu au traitement, on met un poil plus de risperdal, on diminue le thiapridal, on essaie de trouver un équilibre, que la personne ne crie plus trop ou ne s'agite plus trop, bref, qu'elle soit calme, et on travaille que sur les médicaments. Mais normalement, il faudrait essayer de comprendre qu'est-ce qui provoque le comportement et d'y trouver des réponses. Donc, par rapport à la question, alors je ne sais plus qui l'a posée parce qu'elle a disparu. Elle est déjà dans les résolus. Ouais, c'était attends, je te dis. Bon, c'est pas grave. Ah, c'était Sonia. Chère personne qui a posé la question sur les UCC, moi, j'ai vu un travail fantastique fait dans de nombreux UCC. Et j'ai vu des gens, c'est très amusant, qui sont envoyés comme présentant des troubles du comportement extrêmement sévères et dans l'unité parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils ont des relations positives, parce qu'ils ont des activités porteuses de sens, etc., qui vont bien et qui sont très, très calmes. Donc, je pense qu'il y avait un vrai intérêt d'avoir des gens qui savent répondre spécifiquement à ces enjeux-là. Néanmoins, je ne vais encore pas me faire que des copains, les UCC posent plusieurs problèmes. D'abord, est-ce qu'il faut répondre par l'enfermement? Parfois, des personnes dont le principal problème, c'est d'essayer de fuguer, ou en tout cas de quitter le lieu où ils sont. Je vous laisse réfléchir à cette question-là. Est-ce qu'il faut répondre à l'enfermement à des personnes qui disent « foutez-moi la paix », aux gens qui viennent prendre soin d'eux, etc. Donc, le fait de créer des unités fermées pose déjà un certain nombre de questions. Ça renvoie finalement à des vieux modèles de la psychiatrie ancienne qui sont remis de plus en plus en cause. Autre problème des UCC, on va appeler ça l'effet boomerang. Imaginons qu'on ait une UCC qui travaille super bien, qui a une approche centrée sur la personne, qui prend vraiment soin des gens. La personne, elle est bien, et puis au bout d'un moment, elle n'a plus les critères pour rester dans l'UCC, donc elle va retourner dans son environnement précédent. Et là, boum, salut Célia. Et là, boum, qu'est-ce qui se passe? Les gens dans l'environnement précédent refont comme avant. Et donc, la personne présente de nouveau des troubles du comportement. Et donc, on a une espèce de yo-yo. Donc, je pense que les UCC, il y a moyen d'en faire de très belles choses. Et je pense qu'en fait, c'est une mauvaise réponse à un vrai enjeu. Si on anticipait plutôt les comportements réactionnels, si on créait des environnements dans lesquels les gens se sentent bien, des environnements qui répondent à leurs besoins, on n'aurait pas besoin des UCC et on n'aurait pas ces problèmes d'enfermement et d'effet yo-yo qui fait qu'en fait, on ne résout pas le problème. Voilà mon avis sur les UCC. Alors, parlons d'accompagnement individualisé et personnalisé. Bah oui, absolument. Donc voilà, Marie-Thérèse, je ne peux pas dire plus que bien sûr, je suis d'accord avec ça. Je vais reprendre la question d'Alicia qui était là avant celle de Sandrine. Oui. Dans l'étude de Fischer, pour le premier cas de maladie d'Alzheimer réversible, le MMS a évolué comment? Alors honnêtement, je ne le sais plus de tête, mais vous savez quoi? Je vais vous le dire tout de suite. Je vais reprendre le papier parce que je dois l'avoir pas très loin. Je tiens à vous dire que toutes les études que je vous ai citées, je les ai bien entendu lues et relues, etc. Alors, Fischer, le premier cas, est-ce qu'on a une information? On n'a pas d'information. Je vous fais un partage d'écran, comme ça vous voyez. Hop. Voilà, le premier cas, 28 au départ. Et non, on n'a pas son MMS, donc je ne peux pas vous le dire. Mais très honnêtement, voilà, j'arrête le partage. Le MMS, en réalité, n'est pas un très, très bon indicateur. C'est même plutôt un très mauvais indicateur, tant il est sujet à fluctuer en fonction d'un grand nombre de facteurs. Voilà. Alors, j'ai perdu les questions. Il en reste une de Sandrine. Oui, oui. Où est-ce qu'elle se cache, les QNR? Écoutez, je ne les ai pas. Pourquoi je les ai Le pluridisciplinaire est vraiment très important car une chaîne humaine est la clé pour tous avancer dans le même sens. Avec la personne et former aussi tous les professionnels à une autre façon d'accompagner. En tant qu'aidante familiale, j'avais mis en place à domicile des outils pour parer aux difficultés de mon grand-père et cela a été appliqué par les intervenants à domicile. Mais malgré les difficultés qu'ils voyaient, je pense, ils avaient du mal à proposer des solutions car ils étaient persuadés que c'était l'évolution de la maladie. Oui, c'est la clé. Je reviens sur j'ai oublié son prénom, j'en suis désolé, Sandrine. mais ma collègue neuropsychologue tout à l'heure
qui disait « mais moi, je fais ces consultations-là ». La réponse, c'est oui, et tant mieux, et merci, et bravo. Et ce n'est pas simple dans le milieu dans lequel on travaille, mais ça ne suffit pas. La raison pour laquelle je m'expose publiquement comme ceci, c'est pour essayer de diffuser le plus possible cette vision et qu'on arrive à un changement collectif. Tant qu'on n'y sera pas, on aura des initiatives individuelles merveilleuses, de gens merveilleux, mais c'est globalement le système qu'il faut changer. Et collectivement, dans la pluridisciplinarité, il y a des gens, je me suis fait un jour engueuler par quelqu'un qui disait « mais vous êtes contre les médecins ?» Absolument pas. D'ailleurs, j'ai même des amis médecins, c'est vous dire. Il y a Choukri Boubakri, le docteur Boubakri, avec qui j'ai travaillé, qui était présent aujourd'hui. Par contre, je pense que les médecins doivent être à leur place et focus sur le médical, il y en a tellement besoin. Je pense que toutes les professions ont leur place et que collectivement, ensemble, on pourrait proposer un modèle d'accompagnement centré sur la personne. Donc, grand oui, évidemment. Je vois qu'il reste une question, mais je ne les vois toujours pas apparaître. Non, c'est toujours la question de Sandrine. Par contre, il y avait Rachel simplement qui a mis un petit mot sur le chat en disant on disait beaucoup depuis quelques années qu'il fallait faire de l'EHPAD un lieu de vie et plus un lieu de soins. Et pourtant, la récente réforme de la démarche qualité des EHPAD va entraîner une remédicalisation des EHPAD. On marche sur la tête. On marche absolument sur la tête. J'ai lu les rapports récents. C'est dramatique. C'est dramatique et c'est une des erreurs fondamentales qui est d'avoir beaucoup trop médicalisé les EHPAD. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de médical, je le redis, je dis qu'il faut beaucoup d'autres choses aussi et que c'est un cercle vicieux en fait, qu'on a créé. On peut rajouter tout le médical qu'on veut, on ne résoudra pas les problèmes et les besoins des personnes. J'espère qu'un jour, ces messages seront entendus. La grande difficulté, c'est que les personnes qui contribuent à construire ces réformes n'ont pas forcément cette vision-là et pensent qu'il faut médicaliser encore plus. Je n'en dirai pas plus. Oui, c'est dramatique et on va continuer à se battre. Et il y avait Elisabeth qui avait juste mis un petit mot en disant « c'est un long travail que vous menez pour ce changement de vision, mais plus on sera nombreux et plus on aura d'impact. » Raison pour laquelle on est là, raison pour laquelle je vous remercie. Alors, je vois une petite question de Sonia. Est-ce qu'on fait des formations en intra? Oui, on fait des formations en intra. Alors, pas forcément au mythe de la maladie d'Alzheimer, mais on pourrait imaginer, pourquoi pas un jour. Donc, vous nous contactez par mail ou vous envoyez un petit message à Véro par le chat et pas de souci. Oui, Marie. OK, mais alors, il nous faut des formateurs, Marie. Hein. Oui, Sonia, si vous voulez, sur le site internet, vous avez une adresse contact et on répond toujours. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par là. Bonsoir, Virginie. Merci, Virginie. Je pense que de toute façon, on arrive au terme de Il est 32, on est parfait. Merci beaucoup à tout le monde. J'espère que ce webinaire vous aura enrichi, vous aura nourri, vous aura fait réfléchir. Voilà, toujours particulier de ne pas voir les gens. N'hésitez pas à me mettre un petit mot encore par rapport à comment vous vous sentez après ce webinaire et à ce qu'il a pu. Elisabeth, il y a Babette qui met un message passionnant, enrichissant et merci.